la réciprocité, qui instituait la réciprocité en matière de partage de la taxe d'aménagement. Avant cette loi de finances, c'est d'ailleurs la loi de finances pour 2022, pardon, avant cette loi de finances, seules les intercommunalités pour lesquelles la TA s'applique de plein droit, c'est-à-dire les métropoles en dehors de la métropole parisienne. Alors moi, je ne sais pas si les participants voient le document que nous avions préparé, Simon, mais moi, pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, en dehors de la métropole parisienne, mais l'ensemble des communautés urbaines ou les collectivités qui ont délibéré sur un plan local d'urbanisme intercommunal avaient une obligation de partage de la taxe d'aménagement perçue sur leur territoire avec leurs communes membres. Donc, pour elles, la réciprocité de ce partage n'a pas posé question. Ce qu'a introduit la loi de finances, c'est qu'elle a rendu obligatoire ce partage pour l'ensemble des communes qui avaient, elles, institué la taxe d'aménagement de leur côté, partage obligatoire en direction de leurs intercommunalités. Dès lors, deux séries de questions nous ont été posées et ont déclenché en fait la nécessité d'organiser cet échange avec vous dans le cadre de ce webinaire. D'une part, quelques éclaircissements concernant l'institution de la taxe d'aménagement et puis surtout des éléments concernant la mise en œuvre du reversement de la taxe d'aménagement, notamment en ce qui concerne le taux à retenir, quel taux est-ce qu'il faut mettre, est-ce qu'il va s'appliquer à l'ensemble du territoire, est-ce qu'on va pouvoir mettre un forfait, est-ce qu'on va pouvoir faire un zonage, quel est le calendrier, on va voir qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ces questions de calendrier, est-ce que finalement ça concerne toutes les communes du territoire intercommunal ou simplement une partie. Donc on va regarder l'ensemble de ces questions dans la séquence juridique qui va suivre et peut-être en introduction de cette séquence juridique pour reprendre un peu ce qui a été évoqué par Christophe de Gruel à l'instant, quelques éléments qui replacent en quelque sorte les enjeux de la taxe d'aménagement dans son contexte tant technique que politique. Il y a finalement plusieurs enjeux qui se croisent et je pense que c'est la diapo suivante. Il y a finalement plusieurs enjeux qui se croisent. D'une part, il y a un enjeu financier qui est évident, ne serait-ce que parce que cette taxe d'aménagement, désormais, elle est obligatoire. Donc, bien évidemment, il va y avoir partage de ressources sur la base d'une obligation en matière de dépenses. C'est devenu, pour les communes qui sont concernées, une dépense obligatoire. Donc, il faut bien y répondre. Il y a un autre enjeu qui a été dévoilé par Christophe de Griel, qui est un enjeu de clarification. C'est sûr qu'on a quand même le sentiment qu'il y a comme une forme de manque de préparation. Cette taxe d'aménagement, cette modification concernant la taxe d'aménagement, elle s'inscrit dans un contexte, ou elle arrive dans un contexte qui est assez compliqué, notamment pour les communes qui sont confrontées à des dépenses importantes, encore plus peut-être que certaines intercommunalités du fait de la hausse du point d'indice, parce que c'est beaucoup elles qui portent structurellement des charges de personnel. Donc ça arrive dans un contexte financier qui est déjà difficile et il y a une forme de flou qui va s'installer très vite à partir de cet été par la multiplication de textes d'origines différentes, pas toujours d'ailleurs sous forme de notes blanches. Il y a bien évidemment l'article de la loi de finances, mais il y a une ordonnance qui est publiée le 14 juin, et puis il y a différentes notes techniques qui sont parfois contradictoires d'ailleurs entre la DGFiP et la DGCL. Donc tout ça crée une sorte de manque de préparation, en tout cas donne le sentiment d'une nécessité d'apporter de la clarification, d'où notre échange aujourd'hui pour recenser en tout cas les questions qui restent dans l'ombre. Il y en a beaucoup, je les évoquais tout à l'heure, et puis la nécessité d'éviter aussi ces irritants.
Autre enjeu, c'est un enjeu de solidarité, on le sait, pour les collectivités, et c'est la diapo suivante, c'est pour les collectivités qui ont déjà mis en place des pactes fiscaux et financiers. La taxe d'aménagement y trouve souvent toute sa place. Dans le cadre d'accords locaux, il y a des partages qui sont faits en fonction des compétences et des investissements de chacun, notamment sur les zones d'activité, ou dans le cadre de ces pactes financiers est mentionnée notamment la taxe d'aménagement, et elle a sa place dans ces pactes financiers pour mettre en place de la solidarité sur les territoires. Et puis enfin, on va voir apparaître très prochainement un enjeu de gestion, puisque vous savez que cette taxe, qui était gérée pendant longtemps par les directions départementales, vont maintenant passer à la Direction générale des finances publiques, et que le fait générateur ne va plus être le dépôt du permis de construire, mais va être la date d'achèvement des travaux du pétitionnaire. Et bien évidemment, il va y avoir une adaptation à prévoir concernant cette évolution du calendrier. Donc, ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, alors vous avez ensuite à suivre, on vous fera peut-être suivre ces éléments, c'est la diapo suivante, quelques éléments financiers concernant la taxe d'aménagement. On voit quand même qu'on est sur des volumes financiers qui sont relativement significatifs. En 2021, la taxe d'aménagement, c'est près d'1 milliard d'euros pour les communes, 233 millions, 215 millions d'euros du côté des intercommunalités, avec un profil croissant en particulier pour les intercommunalités qui sont amenées à intervenir de plus en plus sur ces compétences de développement économique, et puis à se saisir aussi de la compétence PLUI qui leur donne le droit à instaurer cette taxe d'aménagement. On voit bien sur les graphiques qui sont présentés par ailleurs le creux des années difficiles liées à la baisse de l'investissement avec les ponctions sur la DGF. Donc, on retrouve bien ici l'enjeu financier. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est à la fois de faire le point sur les dispositifs juridiques tels qu'ils ressortent de la lecture des textes et des différentes circulaires et documents officiels qui ont pu être mis à notre disposition, et bien évidemment de vous présenter des témoignages de collectivités qui se posent des questions dans le cadre de la mise en œuvre de cette taxe d'aménagement ou qui l'ont déjà mis en œuvre. Je pense notamment au Grand Poitiers, du fait de son statut de communauté urbaine. Elle a déjà une expérience en matière de partage de cette taxe d'aménagement. Donc, je vais céder la parole dans un premier temps à Simon Moreau, qui est le juriste de la DCF, de l'Intercommunalité de France, pardon. On prendra quelques questions suite à son intervention. On enchaînera avec les témoignages et on reprendra une série de questions dans un second temps. Donc, un point juridique qu'on vous le propose. Bonjour à toutes et tous. Juste sur le point des questions d'un point de vue très pratique pour ce webinaire, vous avez deux façons de les poser. Vous avez des demandes de prise de parole en levant la main. On vous donne la parole à ce propos. Et également le petit espace de questions et réponses. On privilégiera l'espace de dialogue direct avec main levée. On vous donnera la parole. Ça ne vous empêche pas, si vous souhaitez, d'écrire vos questions à l'écrit. Mais ça, on vous propose d'aller jeter un coup d'œil, nous, qui animons un peu une fois que les questions avec main levée seront posées. Voilà, ça c'est juste une question d'organisation. J'arrive donc sur le point juridique qu'on vous propose. Ce que vous signalez, Claire Delpech, c'est que l'objet du webinaire, évidemment, ce n'est pas qu'on parle de toute la taxe d'aménagement, de ces exonérations prévues par la loi, et ainsi de suite. Nous sommes vraiment sur nos questions de reversement au sein du bloc communal, avec ce qu'elle exposait ma collègue, à savoir donc dorénavant ce parallélisme en matière de reversement obligatoire d'une partie du produit au sein du bloc communal. Et ce reversement, l'idée, c'est qu'il doit être défini au niveau local en tenant compte de la charge des équipements publics qui relèvent des compétences
de la collectivité à laquelle sera reversée la partie du produit de taxe d'aménagement. Donc, quand c'est l'interco qui perçoit, on regarde les équipements publics qui relèvent des compétences de la commune, et inversement, quand ce sont les communes, on regarde les équipements publics qui relèvent des compétences de l'intercommunalité. Alors, la DGCL a assez utilement précisé ce qu'il s'agissait d'entendre par équipement correspondant aux compétences de la collectivité. Ce ne sont pas tous les équipements, mais ce sont dès lors que ces équipements concourent aux opérations et actions qui sont financées par la taxe d'aménagement ou à la réalisation d'objectifs de la collectivité en matière d'urbanisme. Donc, on va regarder ces équipements-là, on ne regarde pas tout ce qui correspond aux équipements de l'intercommunalité quand il s'agit d'opérer le reversement du produit perçu par les communes. Et ce que la DGCL conseille en conséquence de cette lecture, c'est de retenir une clé de partage au prorata du coût des équipements qui sont donc identifiés de cette façon au niveau local. Bon, ça, c'est le cadre que vous avez pu lire. Ce qu'on peut donc en dire, pour commencer à ce propos, c'est que c'est des questions que nous recevons. Est-ce qu'il est possible de s'accorder sur un reversement forfaitaire? Alors, je vous donne une lecture qui est vraiment juridique parce que l'idée, c'est de voir comment vous pouvez vous situer. Après, au niveau local, des accords peuvent être trouvés. Il faudra voir dans quelles circonstances. Une répartition forfaitaire, c'est-à-dire un unique taux qui serait arrêté, quelles que soient les communes, nous semble au premier abord devoir être fortement motivé. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas d'interdiction, c'est sûr, sauf que s'il s'agit de faire du forfait pour ne pas reprendre cet exercice d'identifier les équipements qui correspondent à ce que nous venons de voir, cela nous semble pouvoir être jugé comme contournant l'effet de la réforme. La réforme, c'est vraiment de regarder les équipements qui correspondent aux compétences de l'intercommunalité, tels qu'on l'a vu, qui concourent aux opérations et qui sont financées par la taxe d'aménagement et qui permettent la réalisation des objectifs en matière d'urbanisme. Ça, c'est une première chose. En soi, si on peut motiver dans les délibérations qu'il y a du forfaitaire, bon, ça peut être la situation au niveau local. L'autre conséquence, et ça nous a amené à la planche suivante, c'est que comme on regarde ce qui se passe commune par commune et selon la réalité des équipements communautaires, quand on est dans la situation où ce sont les communes qui ont instauré la taxe, cela peut aboutir à ce qu'on ait des choix différents, des variations géographiques à l'échelle de l'intercommunalité. Ça semble de bon sens. Ça nous amène à une question qui est également fortement posée en ce moment. Je me tourne également vers ma collègue Claire Delpech. C'est est-ce qu'on peut zoner les choix qui sont faits en matière de reversement d'une partie du produit de la taxe d'aménagement perçue par les communes, ou inversement, quand c'est l'intercommunalité. Alors, le zonage, c'est un terme qui est un peu polysémique et qui revêt différentes réalités. Il y a le zonage au moment de l'institution de la taxe d'aménagement, et puis également le zonage dont on peut décider lorsqu'il s'agit de reverser le produit. Je vous ai remis ici ce qui est prévu par la loi en matière d'institution à cette étape-là. On vous dit que vous pouvez, en tant que collectivité habilitée à instituer la taxe, prévoir des taux différents par secteur dans la fourchette qui est prévue entre 1 et 5%, et que par ailleurs, il est possible au sein de certains secteurs uniquement, qu'il s'agit d'identifier, de majorer ce taux jusqu'à 20%. Donc vous voyez, on a déjà au moment de l'institution de la taxe des possibilités de faire une sorte de zonage relatif au taux. La taxe majorée, il faut qu'elle soit dans certains secteurs, je l'ai signalé, également que la décision soit motivée. L'objet ici, sauf si vous souhaitez dans les questions qu'on y revienne, ce n'est pas de revoir toutes les conditions qui sont posées par la loi. En revanche, c'est de bien voir quels sont les secteurs en question. Donc ça, c'est au niveau de l'institution, par la collectivité qui est habilitée par la loi à pouvoir instaurer la taxe, communauté urbaine et métropole de plein droit, autre intercommunalité fiscale des preuves, s'il y a un accord local pour autoriser ceci. Alors après, lors du reversement, ça c'est ce qui nous intéresse du fait du calendrier, on regarde ce que la collectivité, donc commune ou intercommunalité, selon le cas, a instauré, et après on s'intéresse à voir quelle partie du produit va être reversée. Est-ce qu'on peut zoner? Alors, c'est un point que nous avons vérifié avec les services de l'État, aussi bien DGCL que DGFiP il y a peu. En soi, le zonage n'est pas interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interdiction dans la loi ou dans son interprétation qui aboutirait à dire qu'on ne peut pas, au moment où on s'accorde sur la répartition du produit, le concentrer uniquement sur une partie du périmètre de la commune ou sur quelques types d'équipements. Il nous semble cependant que, là encore, il y a lieu vraiment de bien motiver
ce qui aboutirait à une sorte de zonage. Le motivé au regard de ce que nous avons vu précédemment, c'est le motivé au regard des équipements qui correspondent aux compétences de l'intercommunalité, équipements qui donnent lieu à taxes d'aménagement et qui concourent à l'urbanisme, aux objectifs en matière d'urbanisme. C'est tout de même une question qui nous a été fréquemment posée parce qu'un réflexe qui a souvent été à l'esprit lorsque la question a été étudiée, c'était de se dire que, au premier abord, une intercommunalité, elle agit notamment en matière de zone d'activité économique. Et on a eu beaucoup d'échanges avec vous, avec vos collègues, qui étaient de dire on va seulement porter la réflexion en matière de reversement sur les seules zones d'activité économique. En disant on mettait sur les zones d'activité économique et le reste, on mettait 0%. À notre sens, ceci doit se justifier si c'est la situation sur la commune, il n'y a que la zone d'activité économique. En revanche, s'il y a d'autres équipements qui correspondent à ce qu'on a vu dans les différentes conditions, cela aurait pour effet de contourner l'esprit de la réforme en excluant des équipements qui ont vocation à être dans la réflexion en matière de reversement de la taxe. Ça, c'est le zonage en matière géographique, si vous souhaitez. Et ensuite, il y a une réflexion en matière de taux de reversement. Sur le taux de reversement, excusez-moi, là aussi, la main est laissée, il s'agit d'un accord local, on va voir par délibération. Ce qui nous semble, c'est que si on s'accorde sur un taux à 0%, on contourne potentiellement un peu l'effet de la réforme. En revanche, c'est ce qu'on a vérifié avec les services d'État, on peut avoir des taux assez bas dès lors qu'ils vont dans le sens d'avoir réfléchi à ces conditions de reversement. Donc voilà, sur cet aspect de zonage, on vous proposera de prendre la parole juste après la fin de ces éléments de cadrage, parce qu'également dans les questions qui ont été posées, ça, des questions qui étaient relatives au calendrier à venir, avec en plus que signalait à la fois Christophe Degruel et Claire Delpech, des questions d'interprétation un peu fluctuantes qui s'expliquent par le fait que les dispositions qui étaient jusqu'ici au sein du Code de l'urbanisme sont transposées en 2023 au Code général des impôts avec une petite modification de rédaction. Donc, on a eu quelques moments de flottement. Alors, calendrier pour résumer ce que nous avons à l'esprit, d'une part en matière d'institution, les dates qui sont prévues pour ceci. Pour l'année 2023, pour instituer en 2023 la taxe d'aménagement quand on est habilité à l'instituer, la date butoir est le 30 novembre 2022, nouvelle lecture DGFiP qui a été précisée. Et pour les années 2024 et les années suivantes, toujours pour instituer, je le précise bien, on va se caler sur le calendrier qui est le calendrier qui a vocation à être pérenne, à savoir qu'il faudra délibérer avant le 1er juillet de l'année précédente, l'année pour laquelle la taxe sera instituée. Donc en 2024, pour 2024, il faudra délibérer avant le 1er juillet 2023 et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'institution de la taxe. Et également, nous avons notre affaire de reversement par délibération concordante, nous y venons. Les dates pour ces délibérations concordantes. Là, nous avons 3 types de dates à avoir à l'esprit. Et c'est là où nous avons eu de nouvelles lectures de la DGFiP par rapport à ce qui avait été d'abord diffusé en juin-juillet dans une première lecture. Pour 2022, donc le reversement du produit pour l'année 2022, dès lors que la taxe a bien été instituée l'année dernière, il s'agit d'avoir des délibérations concordantes avant le 31 décembre 2022. C'est là où nous avons une nouveauté, alors que longtemps, une lecture a circulé qu'il s'agissait de délibérer avant le 1er octobre 2022. Pour 2023, la date butoir est également le 31 décembre 2022. Et ensuite, nous allons nous caler sur le nouveau calendrier qui est identique, à savoir que pour les années 2024 et suivantes, il s'agira de s'accorder, toujours par délibération concordante, avant le 1er juillet de l'année N-1. Donc, pour 2024, il faudra que ces délibérations aient été prises avant le 1er juillet 2023 et ainsi de suite. Sachant que, évidemment, les délibérations sont de nature à établir une sorte de convention, d'accord, mais qu'il s'agira, le cas échéant, de prendre des décisions budgétaires modificatives. Enfin, un point sur les modalités de délibération. Quelques précisions. Il s'agit déjà de délibérations qui sont prises sans règle de majorité particulière au sein des différents conseils. Donc, on est sur la majorité habituelle, qui est la majorité absolue des suffrages exprimés, au sein aussi bien du conseil communautaire que des conseils municipaux.
Précision, il n'existe pas de délai au terme duquel l'avis de la commune serait réputé favorable, comme ce qu'on connaît par exemple quand on transfère des compétences facultatives. Donc on n'a pas de délai de 3 mois au terme duquel on estime que la commune serait d'accord pour une proposition intercommunale. De même, le préfet n'aura pas ici de pouvoir pour définir de lui-même un accord de répartition en l'absence de répartition d'accord. C'est important à avoir à l'esprit. Nous n'avons pas le mécanisme que nous connaissons en matière d'évaluation des charges transférées. Alors, sur les délibérations, une précision qui nous a été apportée récemment, qui est bonne à entendre, c'est le fait qu'il n'y a pas lieu de délibérer dès lors que la taxe d'aménagement n'a pas été instituée. Il se peut que sur vos intercommunalités, évidemment, certaines communes ne l'aient pas instituée. Dans ce cas-là, dans la commune en question, on n'attend pas à ce qu'elle délibère, la question ne se pose pas. Pour finir ce point juridique en introduction de nos échanges, la question nous a été également posée de savoir ce qui pouvait se passer en l'absence de délibération de la part d'un conseil municipal. Alors, vous avez ici 3 hypothèses qui sont vraiment des hypothèses juridiques, indépendamment évidemment des discussions politiques, de contexte, sur lesquelles les échanges avec nos 3 intervenants d'ailleurs vont pouvoir vous permettre d'avoir un échange en droit. C'est des hypothèses que la DGCL a rassemblées et qui en fait correspondent aux règles en général. Il est possible que l'intercommunalité ou le préfet saisissent le juge administratif d'un refus de délibération. Généralement, cette hypothèse a lieu dès lors que l'intercommunalité a déjà envoyé un courrier avec la délibération notifiée, une délibération du conseil communautaire, et que ceci n'a pas donné lieu à une suite. Ceci peut être assorti d'une demande d'injonction de délibérer. Ceci peut également donner lieu à un recours de plein contentieux, c'est-à-dire que là, on ne va pas sur le fait qu'on n'a pas délibéré, mais sur le fond des choses, devant le juge administratif invoquant la faute de la commune. Et puis enfin, 3e hypothèse, celle-ci implique la Chambre régionale des comptes qui peut être saisie par le préfet, l'intercommunalité dans le sens où on attend une délibération communale, toujours, ou toute personne ayant un intérêt. Cette saisine de la CRC se traduisant par une demande d'inscription d'office du reversement dans les comptes de la commune, au motif que, comme il s'agit maintenant d'une obligation de reversement, nous avons là une dépense obligatoire non inscrite. Donc ça, c'est les hypothèses, on va dire, générales, qui en effet en soi sont envisageables. Après, quand nous échangeons avec vos collègues, quand on en parle aussi en interne, il nous semble compliqué de pouvoir savoir un peu plus précisément ce à quoi, d'un point plus concret, ceci pourra aboutir. Alors, pour quelle raison? C'est comme une nouveauté, de la loi finance pour 2022. Nous avions ici les reversements obligatoires dans le sens de l'intercommunalité aux communes membres dans les seules métropoles et communautés urbaines, donc un nombre plus restreint de collectivités, et qui n'ont pas donné lieu, à notre sens, à contentieux. Donc nous ne savons pas ce que serait la lecture du juge à ce propos. Tout ce que nous voyons, c'est qu'habituellement, le juge a une lecture assez concrète. Il regarde ce qui se passe au local, il fait prendre tous les éléments en compte, mais c'est compliqué, à ce stade, à notre connaissance en tout cas, personne n'étant juge, de savoir ce que seraient les suites données, soit par le juge administratif, soit par la CRC à ce propos. Donc voici les éléments qu'on voulait vous proposer dans l'immédiat sur ce point juridique, avant que vous puissiez avoir un échange avec les 3 intercommunalités qui témoignent ici. Alors, peut-être, Simon, il y a énormément de questions, vous êtes très nombreux, il y a beaucoup de questions, une 50aine de questions, mais qui tournent quand même autour de quelques points que l'on retrouve. Le premier point, c'est la question des zones. Tu l'as dit, peut-être que tu peux revenir à nouveau là-dessus pour préciser zonage ou pas zonage. Voilà la première interrogation qui revient beaucoup dans les questions que vous nous envoyez. On ne peut pas répondre au chat à toutes ces questions-là. Deuxième série d'interrogations, le taux. Est-ce qu'un taux zéro est possible et est-ce qu'il y a un risque juridique et lequel? Et puis, une troisième série d'interrogations qui est peut-être plus délicate et dont on va reparler avec les témoignages, qui est la question des équipements. Qu'est-ce qu'on entend par équipement? Est-ce qu'une crèche, par exemple, fait partie d'un équipement ou est-ce qu'il faut que ce soit lié au développement économique, etc. Donc, peut-être, Simon, si tu peux apporter quelques réponses, on prendra quelques questions oralement et ensuite on partira sur les témoignages.
Alors, sur le zonage, je suis en train de parcourir aussi rapidement les questions du chat et on pourra prendre des questions à main levée. Donc, sur ces questions dans le chat, donc le zonage, donc à entendre, non pas sur le sens de zone d'activité économique, hein, c'est peut-être une précision que je peux apporter à ce propos qui peut être donnée en soi, c'est que cette question de reversement du produit de la taxe d'aménagement n'est pas liée à un domaine de compétences spécifique d'une intercommunalité, hein. C'est un peu ça ce que je souhaitais entendre en disant C'est que important de le préciser. ce n'est pas sur la compétence zone d'activité, par exemple, ou ce n'est pas sur la compétence aménagement que vous connaissez en compétence obligatoire. On regarde les équipements un à un et ça permet de répondre à d'autres questions. Donc le zonage, ce qu'on voyait, c'est que dans la loi, rien n'interdit de dire qu'on a une réflexion qui, de fait, va atterrir de façon zonée ou de façon géographique, si vous souhaitez, sur votre périmètre, sur une commune. Mais ce qui nous semble, c'est que si alors vous faites une sorte de zonage, de toute façon, vous allez y venir de façon un peu naturelle, selon l'esprit de la loi, vu qu'il s'agit d'identifier les équipements, il faut bien motiver pourquoi vous faites tel ou tel choix. Ça peut se justifier par le fait que l'organisation est limitée, par le fait qu'il n'y a que certains types d'équipements qui relèvent des compétences de l'intercommunalité. Voilà. En revanche, pour toujours dire les choses à l'envers, il nous semble que si vous faites un zonage qui a pour effet d'exclure des opérations de reversement des équipements qui, par nature, doivent être pris en compte du fait de la lecture de la loi qu'on vous a donnée, là, il y a un risque. Je pense qu'il faudra voir si ça répond à vos questions par des prises de parole à main levée, mais voilà peut-être comment on peut se situer par rapport au zonage. D'une part, en soi, même ça me semble logique qu'il y ait du zonage parce qu'on regarde les équipements qui doivent être pris en compte, donc forcément, ça va faire atterrir la réflexion sur un territoire. D'autre part, on ne peut pas zoner dans le sens où ça exclut certaines choses qui ont vocation à être prises en compte. Ça, c'est sous le sens, on regarde sur le territoire. Après, il y a la question de taux de reversement qui est le deuxième type de question. Est-ce qu'on peut avoir un taux zéro dès lors qu'on est sur des équipements qui ont vocation à être pris en compte? Je vous donne uniquement une lecture juridique, évidemment, mais on en parlait avec Claire Delpech en préparant le webinaire. Le taux zéro nous semble difficile à justifier. C'est-à-dire que si c'est clairement un équipement de la compétence de l'intercommunalité qui est soumis, qui donne lieu à taxe d'aménagement et qui concourt aux objectifs en matière d'urbanisme, il y aura difficulté à le motiver. Là, j'ai conscience que la réponse que je vous donne, c'est quelque chose qui est une réponse un peu abstraite, hein. Mais peut-être qu'on peut compléter en précisant que dans nos échanges avec la DGCL, le taux zéro ne semble pas une option. C'est-à-dire que pas de taux zéro, le taux zéro est pas possible, ce que confirmerait la DGCL. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui nous a été indiqué pour ces raisons-ci. Alors après, on pourra apporter quelque chose qui vient, comment dire, compléter ces réponses qui sont un peu de façon générale et qui touche également à la question des équipements. Donc les équipements, c'était la troisième série de questions, si je ne me trompe pas dans le chat. Les équipements, comment définir ceci? Nous n'avons pas de définition juridique de ce qu'est un équipement. Ça, c'est une première façon d'y répondre. En revanche, nous avons un exercice qui est bien connu dans les intercommunalités, qui est celui des fonds de concours, qui donne lieu, comme vous savez, on peut financer uniquement les équipements. Alors les équipements, ceci étant dit, à quoi ça donnait lieu? On a eu à un moment une lecture de la DGCL pour les seuls fonds de concours, c'était il y a très longtemps, c'était en 2005, je crois, qui estimait qu'il fallait repérer ce qui, au sein de la M14, correspondait à certaines immobilisations. Je ne sais pas si c'est une lecture qui peut être reprise facilement ici. Quoi qu'il en soit, l'équipement, c'est regarder tout type d'investissement de bâtiments, j'imagine. En tout cas, c'est bien de voir ce qui, à chaque fois, relève d'une compétence intercommunale donnant lieu à taxes d'aménagement et qui concourt aux objectifs d'urbanisation. Ça, c'est la règle générale. Alors après, c'est peut-être là où vous avez quelque chose qui relève de l'accord local et de facilité, ou facilité peut-être pas, mais de curseur à placer selon vos réalités. Est-ce qu'une crèche a un équipement? Il faudrait en débat, il faudrait en discuter, mais si la crèche, à mon sens, a été rendue nécessaire par l'urbanisation dans votre situation, peut-être que c'est quelque chose en effet que vous pouvez prendre en compte. Après, voilà, les réponses qu'on vous donne ici, vous comprenez, ne peuvent pas être ciblées au cas par cas, mais j'espère que ces éléments-là peuvent vous donner des points de repère. Et alors, par rapport à ces trois ensembles de questions, peut-être vous faire part aussi de réflexions dont nous ont fait part vos collègues qui voient que les délais approchent, que la réflexion est compliquée.
et Claire Delpech pourra bien sûr me compléter à ce propos, c'est que certaines intercommunalités vont délibérément un peu attendre pour poursuivre un travail plus posé, si on peut dire, plus approfondi, de façon à se mettre d'accord sur différents éléments d'identification des équipements, d'identification des éléments financiers y afférents, et ainsi de suite. Et à ce propos, nous avons eu des échanges avec la DGCL qui nous ont fait comprendre non pas que la réforme était reportée, mais que des consignes de souplesse seraient transmises au préfet dans ces situations où le travail est un peu en cours, dès lors qu'il ne s'agit pas d'évacuer la réforme et de ne rien faire. Je pense que Claire, on peut résumer de cette façon-là Oui, oui, l'échange que tout nous à avons fait. eu. On voit bien hein, que cette réforme a suscité de nombreuses interrogations auxquelles la DGCL ne s'attendait pas d'ailleurs. Elle a pris conscience, je pense, de la difficulté dans laquelle sont un certain nombre de collectivités, du caractère un peu flou dans certaines dispositions. Et de ce fait, elle a envoyé un message de souplesse à l'ensemble des préfectures. Alors, espérons qu'ils seront entendus. Par ailleurs, il est fort probable que le texte évolue un peu à la faveur de la loi de finances, comme ça a été rappelé par le président de Gruel en introduction. Donc, il est peut-être urgent d'attendre si vous sentez que la situation est vraiment très compliquée sur le territoire, tant sur le plan technique que politique. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. Alors moi, je vois Vincent Minier qui a levé la main. Je ne vois que cette main-là d'ailleurs. Et alors, On vous donne la parole. Oh, tout à coup. Alors, Monsieur Minier, vous monsieur avez la Minier, vous vous parole. présentez. On vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci. Vincent Minier, je suis le président d'une communauté de communes, Bretagne-Port-de-Loire Communauté, au sud de Rennes. Merci de ce webinaire qui nous est fort utile, même si je comprends quelquefois votre embarras pour expliquer des textes qui ont été pensés par des gens qui visiblement n'ont pas des communautés de communes à gérer. Quand vous parlez d'équipements qui peuvent donner lieu à taxes d'aménagement et donc d'un reversement obligatoire vers les intercos de la part des communes, pouvons-nous imaginer une délibération qui dise la chose suivante: tel équipement, admettons un centre aquatique, donnera lieu par exemple à une taxe d'aménagement, et dans cette délibération on dit il n'y aura que cette taxe d'aménagement qui sera reversée à l'intercommunalité, c'est-à-dire un lien direct avec un équipement précis, plutôt que un calcul, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais je pense à un autre cas où effectivement on va construire quelques équipements dans une commune. Est-ce qu'une délibération consistant à dire, alors je mets de côté les zones d'activité où nous on a déjà une délibération qui dit qu'on collecte la totalité, enfin on reprend la totalité de la taxe d'aménagement pour les zones d'activité. Mais on nous dit en gros il faut aussi avoir un reversement de la taxe d'aménagement sur ailleurs. Est-ce qu'une délibération visant par équipement répondrait à la loi? Et merci d'avance. Je vous en prie, merci pour votre question et également votre témoignage sur les zones d'activité économique, parce que ça répond à des questions qui étaient dans l'espace de questions-réponses. Alors, sur votre question, ce que vous dites, moi, je peux vous répondre seulement d'un point de vue très général, évidemment, parce que je ne connais pas la situation. Rien ne s'y oppose dans la rédaction, ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que vous visez les équipements. Ce qu'on pourrait conseiller à ce moment-là, c'est que dans la rédaction, quelque chose dans la délibération précise le pourquoi vous visez tel ou tel équipement pour que, en gros, vous envoyez le bon signal pour s'exprimer comme ça auprès à la fois du contrôle de l'égalité et puis en cas d'éventuel contrôle de la CRC. Peut-être que les trois témoignages ensuite pourront vous en donner quelques illustrations de la façon dont ça a été précisé dans leurs différentes délibérations. En tout cas, ça en soi, juridiquement, ne pose pas de problème. Ce qui poserait problème, c'est qu'une telle rédaction ait pour effet, en fait, d'exclure des choses qui, à l'évidence, avec de gros guillemets, j'en ai conscience, auraient vocation à faire partie de la réflexion sur le reversement. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, monsieur, mais en tout cas, Si, mais en fait, je me dis que l'Interco récupère la taxe d'aménagement sur des équipements communautaires. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça répond à l'esprit de la loi? Et puis, de mon point de vue, ce serait logique. Vous construisez un équipement communautaire dans une commune,
veut récupérer sa taxe d'aménagement, ça paraît logique. Est-ce qu'on peut le faire pour plusieurs équipements? Et si on fait que ça, est-ce qu'on répond à l'esprit de la loi? Alors, c'est ce qu'on vous demande, hein, l'esprit de la loi, c'est de regarder les équipements qui correspondent aux compétences de l'intercommunalité. Mais c'est là où il y a bien quelque chose sur lequel insister, hein. Au cas où je n'ai pas été clair, on regarde les équipements qui correspondent à vos compétences. Donc, c'est ce que vous dites par équipement communautaire, je pense, Monsieur le Président. En revanche, la question du partage n'est pas liée à une compétence en particulier. Vraiment, pour être très clair là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à la compétence zone d'activité économique, par exemple. Voilà, peut-être pour situer les choses. Je vous remercie. Là où le travail est un peu plus fastidieux. Hein. Oui, oui. Mais pour les zones d'activité, ça va poser un problème pour beaucoup d'intercours. Merci. Alors, on a 2 autres demandes de prise de parole avant de passer à nos 3 témoignages. On a Laurent Burkel et à suivre Guillaume Ozil. Monsieur Burkel, je vous en prie, allumez votre micro et nous écoutons. Et pour ce qui est d'allumer le micro, je n'ai pas la main, il faut que vous... Ça y est, ça y est, j'ai trouvé. Bonjour, merci pour ce webinaire, effectivement super utile. Je suis Laurent Burkel, je suis DGS d'une petite intercommunalité rurale au fin fond de la Moselle. Dans l'obligation de reversement, que j'ai bien compris, qui était donc une obligation, qu'il ne fallait pas faire un taux zéro, c'est formidable. J'ai vu dans votre PowerPoint qu'il fallait, qu'il y avait une possibilité de délibérer pour la taxe d'aménagement de 2022, c'est-à-dire une forme de rétroactivité. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une recommandation? Parce que si je viens maintenant voir mes communes en disant « au fait, il faut qu'on revienne sur 2022 », je pense que je vais me faire vertement accueillir. Et dernier point où là, je n'ai pas très bien compris par rapport notamment à l'exemple de la piscine qui a été cité par le président tout à l'heure. Pour moi, la piscine est un équipement communautaire qui bénéficie à toutes les communes. Donc, qu'il y ait une part de taxe d'aménagement des communes pour concourir à un aménagement communautaire me paraît pas complètement choquant. Chez moi, par exemple, je vais investir dans un parking de gare sur une commune, c'est la seule gare du territoire, que chacun puisse y contribuer par un petit bout de taxe d'aménagement, c'est aussi un service que la Comcom va rendre à l'ensemble des communes. Est-ce que c'est cette logique-là qu'on peut garder ou est-ce que je me trompe complètement? Merci. Entendu. Et d'ailleurs, Claire, je te propose qu'on puisse se compléter dans la réponse, si tu le souhaites. Alors, piscine communautaire et la première partie de votre question, excusez-moi, monsieur. C'était, est-ce qu'il faut revenir sur 2022? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est là où je vous faisais part de l'échange que nous avons eu avec la DGCL pour ce qui est d'une souplesse qui va être transmise. C'était ce qu'ils nous ont dit, hein, clairement, au service du contrôle de l'égalité dans les différents départements. Parce que le calendrier a été à ce point bousculé, a fait l'effet, comme vous avez vu, de différentes interprétations, qu'à l'évidence, c'est, comme vous le soulignez, compliqué d'un point de vue pratique, si on peut dire, de soulever la question dès maintenant avec la date butoir qui est maintenant très proche, vu que c'est le 30 novembre 2000, pardon, c'est pour la fin de l'année. Et pour l'année surtout qui vient de passer. Voilà. À ce propos, je ne sais pas si d'autres intervenants voudront prendre la parole, s'ils ont déjà eu cette question-là, s'ils ont eu des échanges avec le contrôle de qualité, parce que ça pourra utilement illustrer ce qui se passe chez vous. Mais ça, c'est l'engagement que nous a dit la DGCL. Pour ce qui est des toutes premières échéances, c'est-à-dire ce qu'on nous sentons avec Claire Delpech, c'est que peu à peu, à l'évidence, la réforme a tendance à s'installer un peu mieux. Sur la piscine communautaire, de ce que vous dites, c'est un équipement correspondant aux compétences de l'interco, donc on coche une case, si on peut dire. Deuxième case qui peut être cochée, je pense, c'est de dire que cet équipement correspond à des objectifs que vous avez pu vous fixer en matière d'urbanisme. Ça, c'est quelque chose qui peut, je pense, être un peu défini au fur et à mesure de vos échanges, de la réflexion qui est portée. Je pense même qu'à l'occasion de des délibérations, vous pouvez réinsister sur des objectifs en matière d'urbanisme pour justifier vos choix. Hein. Donc là, ce que vous dites, ça peut être un équipement pris en compte, d'autant qu'il a un rayonnement intercommunal avéré et que ça peut être en effet une partie de la ressource pour financer ceci. Ça correspondait à l'esprit de la réforme et c'est notamment ce qu'a à l'esprit la DGCL quand on l'a interrogé sur ce type de situation. Je ne sais pas si Claire, tu as un complément à ce propos. Non, c'est tout à fait ça. Hein. Il me semble même que pour 2022, les conditions vont devenir de plus en plus matériellement difficiles, ne serait-ce que sur le plan comptable déjà, hein, sans compter les délais de délibération. Alors, on reprend, je vois qu'Isabelle Devasier aussi, qui est membre de notre conseil d'administration, a levé la main.
Monsieur Ozil, Oui, on va prendre dans l'ordre. Donc, voilà. Monsieur Ozil, Alors, on avait Guillaume Ozil. Voilà, vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Ozil. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Parfait, voilà, donc Guillaume Oswig, merci, communauté de communes Ardèche-Rhône-Poiron. Donc, moi, je voulais faire état de notre Alors, Monsieur Ozil, vous êtes peut-être un peu loin de votre micro. Vous m'entendez là ou pas? C'est un peu flou, mais allez-y, on vous écoute. Oui, au niveau de notre communauté de communes, donc actuellement, nous avons engagé effectivement cette réflexion et nous l'avons portée sur la mise en œuvre d'un reversement de taxes d'aménagement basé sur, alors on a raisonné infrastructure et on est parti sur les investissements de la communauté de communes en matière de déploiement de réseaux de NTIC fibre optique. Donc, on est parti sur cette base-là. Et à partir de là, on a défini un taux unique, donc qui pourrait s'apparenter à un forfait, donc pour caler un produit à reverser par les communes membres à la communauté. Mais l'idée, c'est de ne mettre en œuvre ça qu'à partir de 2024, tout en proposant donc des délibérations donc, d'ici le 31 décembre 2022. Et pour la partie 2022 et 2023, on souhaitait nous simplement maintenir et flécher le dispositif qui est déjà en place sur le système des conventions facultatives sur les zones d'activité, reversement sur les zones d'activité, mais on est bien conscient que ça ne répond pas à l'esprit de la loi, puisque l'esprit de la loi voudrait qu'on ait un reversement dès 2022 de l'ensemble des communes de TA aux intercos. Mais notre problématique aujourd'hui par rapport au calendrier, c'est que les échéances, y compris pour les communes qui ont mis en place un taux de TA déjà et qui souhaiteraient le réviser en lien avec le reversement obligatoire mis en place aussi pour en direction des communautés est déjà passé, au-delà des aspects liés à un calendrier resserré pour des décisions modificatives à prévoir d'ici la clôture budgétaire 2022 pour inscrire les crédits budgétaires. Et globalement, moi, ma question, c'est la volonté de s'inscrire dans le calendrier allié pour 2024 sur les bases que j'ai indiquées. On est bien conscient que 2022 et 2023, on maintient le dispositif du facultatif et qu'on ne répond pas complètement à la loi, mais globalement, et voilà, quel est le risque, quoi? Est-ce qu'il y a un gros risque si on s'inscrit dans ce schéma-là avec ce contenu-là? Voilà. D'accord, c'est très clair. Donc, on peut vous donner quelques éléments pour vous situer et situer vos collègues dans ce type de situation. Et comme je disais, nous manquons malgré tout de recul parce que nous ne connaissons pas de jurisprudence, étant donné que les cas étaient très peu nombreux. Mais ce qu'on peut tout à fait vous dire, c'est que des réflexes qu'on a habituellement, dès lors que le cadre est on va dire, en cours de construction ou pas très clair, c'est... comment dire ça? C'est que si vous avez ce genre de travaux en cours, comme vous l'évoquiez, en vue de porter l'accent sur le financement des NTIC. L'idée, c'est que vous puissiez peut-être, si ça vous semble approprié évidemment, dans les délibérations qui vont venir là bientôt, hein, juste avant 2024, déjà faire état du fait que vous avez des réflexions qui ont été initiées et que, par exemple, il vous manque des éléments pour qu'elles aboutissent complètement. Mais ça pourrait peut-être valoir la peine de l'inscrire dans les délibérations de façon à envoyer le bon signal dès lors que vous auriez un contrôle de qualité un peu tatillon ou un contrôle de la CRC, je ne sais pas, de façon à montrer que le travail est en cours, mais que là, vous êtes voilà, c'est le début de la réforme et vous êtes en train de vous situer peu à peu. Ça pourrait avoir pour effet également d'atténuer ce que vous allez prolonger en matière de zone d'activité économique, en disant qu'en effet, dans l'absolu, c'est pas complètement ce qui correspondrait à l'esprit de la loi dorénavant, mais que là, vous prolongez l'existant, si j'ai bien compris votre situation, Monsieur Ozil, avec des travaux en cours. Après, si vous vous situez dans un potentiel contentieux ou un risque de contentieux, on ne va pas aller trop loin, mais tout document est bon à garder. C'est-à-dire que, par exemple, vos travaux en matière sur les NTIC, là, vos réflexions que vous menez peu à peu, si elles ont donné lieu à des comptes rendus de bureau, à des comptes rendus de commission ou autres, vous pouvez demander à vos services de bien les garder
parce que ce sera toujours des pièces qui pourront être fournies au besoin. Voilà. Jusqu'ici, je n'ai pas autre chose à donner malheureusement, mais en tout cas, de ce que vous dites dans vos réflexions, ce n'est pas un non catégorique à la réforme telle qu'on a pu la voir, mais c'est parce qu'il vous faut évidemment du temps. Oui, alors juste pour compléter, effectivement, nous, la réflexion sur les NTIC, on est aujourd'hui, c'est plus qu'une réflexion, parce que c'est un programme qui est en cours, qui a déjà donné lieu à des investissements de la communauté qui vont s'inscrire encore dans le temps. Et du coup, on a pu déjà identifier les coûts dans le temps pour l'Interco et les mettre en relation avec ce taux unique qui serait en équivalent produit demandé aux communes à partir de 2024. Donc, d'un point de vue chiffré, on a déjà des éléments. C'est plus qu'une réflexion. Je veux dire, le taux de reversion qui serait à délibérer, il correspond à quelque chose et il est mis en relation avec le produit localement perçu sur l'ensemble de l'Interco annuellement de taxes d'aménagement qu'on a identifié. Et on sait même qu'avec ce taux reversé, on ne finance pas l'intégralité, on ne vient pas couvrir la nuitée de la dette sur le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Oui, d'accord. Donc il y a une cohérence. Mais ma problématique, elle était plus sur 2022 et 2023. J'entends. Sur la poursuite de ce qui est en place, mais qui ne correspond pas à l'obligation. J'entends tout à fait. Vous faites bien de préciser parce que j'ai tenu un propos qui cherchait à vous répondre, mais également de façon plus large à des cas qui seraient un peu similaires aux vôtres. Alors vous avez pas mal avancé avec les éléments que vous mentionniez. 2022-2023, c'est une proposition qu'on vous fait généralement ici quand on est interrogé, c'est m'indiquer des choses dans vos délibérations, montrant que vous n'êtes pas en train de rien faire, pour le dire de façon un peu rapide. Sachant qu'en plus, d'un point de vue pratique, je ne sais pas si au niveau des contrôles de légalité, ils auront nécessairement les éléments pour pousser très loin l'analyse de ce que vous aurez voté. Mais voilà, c'est une façon d'indiquer que vous n'êtes pas à rebours de la réforme, si on peut dire ça comme ça. Voilà, peut-être que c'est une façon de répondre à votre interrogation. Merci. Je vous en prie, monsieur. Alors, on va prendre 2 autres questions. On passera ensuite au témoignage et puis on reprendra des questions après, mais il y aura peut-être des réponses qui vont être apportées par les témoignages des 3 collectivités présentes. J'en profite pour signaler que le webinaire est enregistré. Il sera mis d'une façon ou d'une autre, je pense, Simon, sur notre site. Donc, vous pourrez récupérer à la fois la présentation et les échanges. Alors, dans l'ordre d'arrivée, j'avais Jean-Marc Camarata et Isabelle Devasier. Voilà, et monsieur Camarata, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, j'avais une question parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Vous présentez, monsieur, qu'on sache de quel territoire vous êtes? Je suis directeur général des services d'Albret Communauté en Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. J'avais une question parce que j'ai peur de ne pas bien comprendre. On parle effectivement d'équipement, mais la taxe d'aménagement est une fiscalité liée à un permis de construire, liée à l'équipement peut-être en question, si on estime effectivement qu'il est de compétence, par exemple, intercommunale. Ou alors, si j'ai compris dans vos propos depuis le début du webinaire, c'était de dire si ça crée une activité autour d'un équipement à vocation intercommunale, on peut estimer effectivement qu'une fraction de la taxe d'aménagement sur les autres permis de construire qui sont autour de l'équipement en question peuvent profiter éventuellement à l'intercommunalité. Alors nous, on a pris un pari complètement autre parce que vous indiquiez effectivement que la compétence développement économique et notamment la gestion de l'ensemble des zones d'activité supposait que dans ces zones d'activité, nous fassions, nous, intercommunalité, un certain nombre de travaux sur ces zones d'activité et que les terrains qui sont encore disponibles pour être sujets à être vendus et donc à supporter des nouvelles installations et des nouvelles constructions, et que cette taxe d'aménagement sur ces zones d'activité permettait de financer en partie la viabilisation ou pour amener les réseaux ou refaire un trottoir ou refaire un bout de voirie qui manquerait pour desservir une parcelle ou de l'éclairage public sur cette zone d'activité puisque quand on prend la gestion de l'ensemble des zones d'activité, et ça a été surtout le cas
de la parenthèse. C'était surtout le cas quand dans la loi NOTRe, l'ensemble des intercos se sont regroupés et on s'est retrouvé effectivement à gérer un certain nombre d'équipements qui étaient déjà de compétences dans les anciennes intercos et que la nouvelle interco a récupéré. Et donc, nous avons déjà fait le travail, c'est-à-dire qu'on a pris une délibération pour prendre 100% de la taxe d'aménagement sur les nouvelles constructions des zones d'activité et nous avons les délibérations concordantes de l'ensemble des 10 communes qui supportent ces zones d'activité sur leur territoire, qui acceptent effectivement de nous reverser 100% de la taxe d'aménagement sur ces zones d'activité. Donc, j'avais peur d'être à côté de la plaque en disant effectivement que c'est lié à une compétence et un périmètre géographique de l'ensemble des communes. Et je n'avais pas bien compris l'histoire de l'équipement qui n'est pas forcément intercommunal ou qui est intercommunal, qui consiste effectivement à une taxe d'aménagement, un one-shot, pardonnez-moi l'expression, sur le permis de construire de ce même équipement, quoi. Donc, j'avais une confusion là-dessus. Pardonnez-moi, mais j'ai peur de ne pas bien avoir saisi. Non, vous faites bien, je vous en prie, monsieur, parce qu'en plus, ça permet auprès d'autres personnes également qui auraient votre interrogation qu'on en reparle. Hein. C'est vraiment quelles lunettes on chausse pour regarder notre question, quoi. Hein. On a employé différents termes. On a employé d'équipements qui relèvent d'une compétence de l'interco. Donc ça, c'est vraiment ce qui est dans la loi. Hein. C'est comment on regarde tous ces équipements-là, dès lors qu'ils donnent lieu à taxe d'aménagement et qu'ils concourent aux objectifs d'urbanisme de la collectivité. L'expression qui a été employée par Monsieur le Président, qui était, voilà, nous avons un équipement qui a un rayonnement intercommunal. Si c'est un équipement de l'interco, de toute façon, il a vocation à être regardé dans notre réflexion, si on peut dire, mais j'imagine que dans l'esprit de Monsieur le Président, il s'agissait aussi de dire que cette piscine avait un rayonnement, on va dire, particulièrement intercommunal, du fait de différents aspects, et que ça peut être un élément mis dans la balance quand on va réfléchir ensemble sur le taux. Par exemple, on aura un taux plus fort sur ça, je ne sais pas, il faudra voir. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de voir les choses. Après, vous, dans votre exemple, de toute façon, je disais que cette question de reversement n'est pas liée à une compétence en soi, mais évidemment que la compétence zone d'activité économique, c'est une de celles qui va vous amener qui vont vous amener le plus à réfléchir à la question. Et ce que vous disiez, ça, je pense, hein, après, c'est d'autres métiers de voir aussi ce genre de choses sur le plan financier et autres, mais en tout cas, ça semble justifié. Voilà, donc peut-être pour resituer les différents termes qu'on a employés entre la compétence relevant de l'intercommunalité, un équipement qui a un rayonnement intercommunal dans les faits très avéré, et puis ensuite sur cette compétence d'une activité économique qui malgré tout implique un engagement assez fort de l'interco par rapport à d'autres secteurs où vous pouvez avoir un équipement en tant que tel, mais qui donne lieu à moins de travaux autour, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur Camarata. Oui, merci. Je vous en prie. Donc, nous allons prendre une dernière question comme proposé Claire Delpech. Madame Devazier, je vous salue d'abord et je vous propose de prendre la parole. Vous m'entendez? Très bien. Bon, alors moi je suis vice-présidente d'une communauté de communes du sud-ouest amiénois qui est excessivement rurale et dans laquelle on s'est retrouvé avec une difficulté, c'est que la moitié des communes n'ont pas de taxe d'aménagement. Donc celles qui en percevaient trouvaient que c'était un peu exagéré, qu'on leur redemande d'en verser alors qu'il y en avait qui n'avaient pas instauré de taxe d'aménagement et ne versaient rien. Donc nous on s'oriente vers une chose qui, vous allez me dire si c'est possible, nous on a décidé de faire un prélèvement forfaitaire de 1% des communes sur la taxe d'aménagement des communes qui la percevaient. C'est-à-dire qu'elles aient 3%, 5%, 1%. Nous, on dit on prend 1% de ce 1% ou 1% de ce 3%. Enfin voilà, tout le monde a 1% pour que ce soit acceptable par les communes pour l'instant, et on prend 100% de 2 zones d'activité dans lesquelles on est en plein essor, et en se disant avant juillet 2023, éventuellement, on modifiera pour inclure d'autres zones d'activité. Parce que ce forfaitaire 1% est vraiment symbolique, ça va faire beaucoup de travail de mandatement pour des sommes extrêmement faibles, mais c'était la chose qui était acceptable par rapport aux communes qui avaient instauré cette taxe, qui étaient prêtes à la supprimer, parce qu'ils disaient, mais il y en a qui n'en payent pas, qui n'en touchent pas, donc ils ne vont rien verser, voilà. Oui, à l'évidence, oui. Alors, là, on va être peut-être sur une façon, comment dire, de présenter les choses
pour que vous n'ayez pas de soucis auprès du contrôle de légalité, quoi. Ce serait, Oui, parce que de ce que vous dites, déjà, en soi, vous ne faites pas que du forfaitaire, vous êtes déjà sur 2 types de taux, entre le 1%. oui, deux taux, oui, absolument. 100% sur les zones d'activité, 2 zones d'activité en plein essor et 1% sur l'ensemble des communes. Donc, il me semble que si vous présentez les choses dans la délibération en motivant à différents égards, c'est des choses que vous avez sûrement déjà envisagées, mais pour que tout le monde puisse entendre également ce que vous exposiez en fait. Les 2 zones d'activité en plein essor, là, clairement, il y a des besoins d'urbanisme, etc., taxes d'aménagement, donc ça se comprend tout à fait. En plus, zone d'activité, c'est des périmètres identifiés au sein desquels la compétence est 100% intercommunale. Oui, tout est à la charge de la com de com. Voilà, vous connaissez ça très bien, les routes, les différents réseaux, etc. Voilà. Donc ça se justifie, mais vous pourrez en mettre, si je peux dire, vous pourrez réinsister dessus à ce moment-là. Oui. Par ailleurs, sur le 1%, peut-être un conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de ne pas faire apparaître le mot forfaitaire à ce moment-là. Oui, d'accord. Juste pour éviter ce souci avec le contrôle de légalité, mais en revanche, peut-être... à voir, c'est vraiment des suggestions, mais dire que voilà, on est au début de la réflexion parce que la réforme est récente et que d'ores et déjà, il est question d'aller sur ce début, ce partage-là à 1%. Et comme vous disiez, montrer quand même que vous êtes sur quelque chose qui appellera peut-être des évolutions. Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas le mettre dans la délibération parce que ça engage l'avenir et c'est compliqué. Mais voilà, être sur une formulation montrant que vous y allez sur le 1%. Par ailleurs, le troisième aspect que vous notiez, il me semble que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être mettre, dire voilà, on sait que sur, je crois que c'était une autre zone d'activité. Oui, d'autres zones d'activité. Voilà, vous pouvez mettre une phrase disant que la réflexion a vocation à être poursuivie en vue des prochaines années. Si c'est une façon de bien montrer que, en gros, on ne vous accuse pas de faire du forfaitaire un peu basique, voilà, pour dire comme ça. Simon, pardon, pour compléter un peu la question d'Isabelle Devasier, et peut-être parce que je n'ai pas bien compris, mais ça voudrait dire dans le schéma qui vient d'être proposé que on instaurerait un reversement à hauteur de 1% des communes qui n'ont pas institué la taxe d'aménagement. Non, qui l'ont institué. Qui l'ont institué. Et donc, reste quand même deux situations. Les communes qui ont institué la TA et qui reverseraient 1%, et celles qui ne l'ont pas instituée et qui reversent rien. Oui. Et on est en train d'adopter nos PLUI. Donc, quand les PLUI seront adoptés, on pourra avoir la taxe d'aménagement dans toutes les communes, mais pour l'instant, non. Donc, c'est la moitié des communes simplement que taxe d'aménagement. Donc, c'était compliqué de trouver quelque chose qui pouvait convenir à tout le monde. Oui, et l'intérêt, en fait, là, on a une question qui est un peu formelle, mais que ça fasse atterrir vos réflexions qui se comprennent du contexte que vous exposez. Indiquer les choses qui seront bien reçues par les services de l'État, si on peut dire ça comme ça. Ça m'amène à votre question à apporter une précision qui est de savoir s'il y a lieu de reprendre des délibérations chaque année. Précision que j'aurais pu apporter un peu plus tôt. En soi, vous pouvez trouver une rédaction qui vous amène à prendre une délibération une fois et ne pas la reprendre chaque année dès lors que vous mettez la bonne précision. Ceci vaudra dès lors que la délibération ne sera pas rapportée, par exemple, quelque chose comme ça. En l'occurrence, comme vous êtes beaucoup ici à être sur des moments où la réflexion avance et autres, j'imagine de toute façon, vous allez prendre des délibérations, peut-être pas dès l'année prochaine, mais assez rapidement, qui vont approfondir les choses, réorienter les choix. Voilà. OK, merci beaucoup. Donc, Madame Devasier. Alors, je propose qu'on passe au témoignage. Merci à nos 3 intervenants qui ont eu la patience d'attendre. Il me semble qu'on avait choisi de faire intervenir en premier Ardennes Métropole. Alors, voilà, très, très bien. Bonjour Thibaut Boxtaller. Donc, vous êtes dans une réflexion et dans des travaux préparatoires à la mise en place de ce reversement, de ce partage sur la taxe d'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les hypothèses que vous avez travaillées, ce que vous en avez finalement retenu et où vous en êtes, ce qui a été décidé? Très bien, donc bonjour à tous. Ardennes Métropole est effectivement encore dans une phase préparatoire et de réflexion. La réflexion technique a tout de suite été cadrée par 3 considérations.
à savoir avoir une mesure simple et économe en moyens, puisque on parle d'un partage, alors effectivement avec une recette nouvelle pour le PCI, mais on n'est pas sur, disons, de l'argent frais qui arriverait sur le territoire. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui, en termes de gestion, est relativement simple. Une deuxième considération en termes de durabilité de la délibération, donc avoir effectivement une délibération qui, d'un point de vue rédactionnel, peut être reconduite sur plusieurs exercices et ne nécessite pas systématiquement de repasser par le train des 58 des délibérations concordantes, et avoir effectivement, disons, une mesure qui préserve une certaine cohésion du territoire. La problématique étant que, en allant, disons, en éclatant les dépenses d'équipement de l'EPCI à l'échelle communale, on a finalement une présentation façon puzzle de 58 pièces, et on met à mal, disons, un effort de la communauté d'agglomération de présenter son territoire comme un ensemble cohérent. Quand Ardennes Métropole gère et installe 9 déchetteries, ce n'est pas pour favoriser 9 communes au détriment des autres, c'est bien dans une logique de maillage pour permettre de desservir l'ensemble du territoire. Donc, partant de cette commande et de ces considérations-là, on s'est écarté quasiment d'emblée de l'idée d'un reversement, d'un niveau de reversement individualisé au niveau de la commune. Et donc, 2 pistes de travail, 2 pistes techniques ont été abordées. Alors, d'abord, celle qui privilégie la simplicité la plus extrême avec un taux unique de reversement, et pour, disons, adosser ce taux unique à un élément objectif, une idée avait été d'adosser le taux de reversement unique au coefficient d'intégration fiscale, puisque c'est un outil, un indicateur qui existe, qui est déjà un indicateur indirect du degré de rapprochement, de regroupement de l'EPCI. Et donc, une piste était effectivement de l'utiliser également comme un indicateur indirect du partage des charges à l'échelle de l'agglomération, avec bien sûr cette difficulté qu'avec un coefficient d'intégration fiscale de 0,42, on tablait sur un niveau de reversement de 42% qui est assez élevé. L'autre piste technique qui permettait d'être plus conciliant, de rester relativement simple, mais d'être quand même plus conciliant avec la notion de tenir compte des dépenses par commune, c'était effectivement d'instaurer 3 niveaux de reversement, et donc effectivement de partager, d'éclater à minima les dépenses d'équipement d'Ardennes Métropole en fonction des communes pour arriver à un niveau de reversement socle, un niveau intermédiaire et un niveau maximal lorsque effectivement les dépenses d'investissement atteignent vraiment un niveau stratégique sur le territoire de la commune. Et ça permettait effectivement de ne pas remettre en cause le partage à chaque bilan d'une opération importante. Donc ça, c'était effectivement les pistes techniques. Aujourd'hui, l'exécutif s'étant approprié disons la mesure, la piste privilégiée serait un partage unique avec une montée progressive sur 3 ans. Donc, on partirait d'un premier partage de l'ordre de 10% pour atterrir en N+3 à un partage final de l'ordre de 35%. Et donc, pour étayer ce 35%, cela correspond à la part supportée par Ardennes Métropole des dépenses consolidées d'investissement hors remboursement d'emprunt depuis la création de l'EPCI, donc depuis 2014. Donc, c'est, disons, le dispositif qui, aujourd'hui, serait privilégié,
avec néanmoins, et c'est pour ça que nous sommes encore en phase de réflexion, un élément qui est en fait une problématique d'inscription à l'agenda, puisque cette mesure de la loi de finances confronte les EPCI à des situations assez différentes en termes, disons, de contexte ou de contraintes, de circonstances locales. Et la problématique qui s'est posée ici, c'est que un des marqueurs du budget 2022 a été, dès l'origine, de demander aux communes un effort solidaire exceptionnel sur la répartition du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Généralement, la ressource est effectuée sur la base du droit commun. Au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire et à la crise énergétique, il a été très en amont envisagé de solliciter exceptionnellement pour 2022 une répartition donc, à la majorité des 2/3 avec une augmentation de 30% de la part revenant à Ardennes Métropole. Donc cette mesure-là a été traduite dans les faits, a été adoptée le 15 septembre. Et donc jusqu'alors, il y avait vraiment une problématique d'inscription à l'agenda et de mise en chantier de ce partage, parce que même si effectivement les deux choses sont très distinctes juridiquement, il y avait vraiment une crainte au moment où, pour nous, l'enjeu, c'était de récupérer 468 000 € de recettes exceptionnelles de fonctionnement, et bien de télescoper cette mesure-là avec un partage en tout état de cause de la moitié en tout état de cause de la moitié de cette recette-là en investissement. Donc effectivement, en fonction des circonstances locales, le calendrier qui a été imposé par le législateur semble particulièrement contraint, et la problématique qu'on observe en fait dans cette mesure-là, c'est que d'une certaine façon, on peut imaginer une mesure qui laisse le soin au territoire de s'approprier pleinement ce partage-là. Mais alors, on peut se demander quelle était l'urgence de régler cette question-là sur 12 mois. Ou alors, on peut imaginer effectivement de régler une répartition de façon rapide, mais alors il manque cruellement dans la mise en place une répartition de droit commun ou en tout cas des pouvoirs de police accordés au préfet. Mais d'un point de vue technique, dans la mesure telle qu'elle s'applique à nous, il y a disons, un paramètre de mise en œuvre qui pose question. Très bien, pardon. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. On voit bien, et il est intéressant à ce titre, hein, la progression dans le raisonnement pour partir en étant finalement le plus précis possible sur la charge prise par l'intercommunalité vers quelque chose de plus forfaitaire, on peut dire ça comme ça, hein, sur la charge globale supportée par l'intercommunalité dans le cadre de son intervention sur l'ensemble du territoire communautaire avec une approche de solidarité en direction de l'ensemble des communes. Alors du coup, ça enchaîne bien avec le témoignage suivant de Maxime Fruchet, qui est donc directeur général des services à la communauté Terre de Montaigu, parce que justement, là, il va nous parler, je crois, d'un accord qui a été trouvé et mis en place avec les communes. Bonjour à toutes et à tous. La communauté d'agglo Terre de Montaigu, c'est 52 000 habitants à 35 km au sud de Nantes. On est dans un contexte en Vendée, moitié urbain, moitié rural. Enfin, c'est ce qu'on appelle la deuxième ou la troisième couronne nantaise, avec la particularité d'un développement économique très fort et de faire partie du bassin d'emploi avec le plus faible taux de chômage de France. C'est-à-dire que
À 3,4%, on est dans une tension économique très forte du fait que la métropole nantaise n'accueille plus beaucoup d'entreprises qui créent des emplois industriels et qu'elles redescendent chez nous, et c'est assez commun comme mécanisme. Nous, en 2016, on a été confronté à trois enjeux particuliers. C'est la loi NOTRe qu'on a tous connue, qui remet le PCI au centre de la compétence économique, et notamment sur les zones éco. On a dû récupérer des communes. Le deuxième enjeu, c'était une fusion avec une petite communauté de communes à côté qui allait se profiler. Et le troisième enjeu, c'était un PLUI que nous lancions et dont nous voulions qu'il soit vraiment le support de notre développement économique futur, et qu'il traite de la question de la hiérarchisation de nos zones économiques. Pourquoi, où les mettons? Pourquoi sont-elles faites? À qui profitent-elles? Voilà toutes les questions qu'on voulait régler dans ce PLUI. On en a sorti des principes de classification des zones éco. Les zones de grand flux, qu'on a appelé le grand flux, c'est-à-dire celles qui se commercialisent parce qu'elles sont très facilement commercialisables en fonction de leur localisation, en fonction de leur commercialité. Les zones artisanales, auxquelles on a dit que toutes les communes y avaient droit. Voilà, c'est un principe de départ. Et puis des zones d'équilibre qu'on a définies comme des zones plutôt de services ou commerciales, de grand commerce. On a classé ces zones et on s'est dit, si la communauté demain, avec la loi NOTRe, est la seule interlocutrice pour ces quartiers-là, alors il n'y a plus aucune raison que la commune perçoive la taxe d'aménagement des projets qui vont arriver. Et nous, on est vraiment dans une logique de dynamique très forte. Donc, en fait, ce n'est pas des petits montants. Même sur ceux qui allaient venir, on savait que c'était des gros montants. On a donc conclu un accord déjà pour que chaque commune adopte le même taux. Ça, c'est déjà, pour moi, je trouve que c'est un principe de départ qui est absolument indispensable. Ensuite, on s'est mis d'accord que 100% de ce taux, et là, Simon m'apprend que le zonage n'est pas suffisant, mais on a zoné ce qui nous paraissait devoir être partagé. Et donc, on en a exclu les commerces de moins de 300 mètres carrés. C'est-à-dire que les commerces décentralités, pour nous, ça reste de la compétence communale, ça n'a pas à être partagé avec l'Interco qui gère le grand commerce et les zones économiques. Donc cet accord, il nous a permis en fait essentiellement de régler une question de solidarité entre les communes. La question donc aujourd'hui d'une entreprise qui s'installe à un endroit plutôt qu'à un autre, et donc de sa contribution. Finalement, ce n'est plus une question entre les maires. Les maires savent très bien que de toute façon, le produit de la taxe d'aménagement vient au pot commun. Et pour renforcer encore cet accord de solidarité, on s'est dit, même si les dépenses, même si une recette ne peut pas être affectée en droit, on s'est dit que nous, on l'affectait à l'entretien des zones économiques terminées. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas entrer cette recette dans le budget annexe des zones. Je vous en parlerai après, c'est une vraie question en fait. Parce que cette recette, qu'est-ce qu'on en fait finalement, juridiquement? Donc, nous, on s'est dit, c'est le budget général et c'est l'entretien des zones d'activité terminées, donc qui ne rapportent plus. Voilà. Il faut bien continuer à entretenir des zones d'activité terminées. Donc, il faut bien une recette. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, ça nous rapporte à peu près 300 000 € par an. Et la recette est finalement relativement stable. Le système, il est assez simple. C'est notre service d'instruction des permis qui, chaque année, fait un état des lieux de ce qui est perçu par les communes au titre de ces zones éco et qui appelle l'équivalent, qui émet un titre aux communes pour qu'elles reversent. Voilà. Donc, moi, ce que j'entends là de ce qui vient d'être dit à la fois sur le plan juridique et politique, c'est que finalement, ce zonage-là ne serait pas suffisant. Et moi, oui, c'est des débats. Nous, on va essayer de faire en sorte qu'il soit suffisant. On va voir au contrôle de légalité. Moi, la question que je me pose, je me pose deux questions.
est-ce que l'esprit de cette loi, de cette nouvelle loi, c'est de faire financer finalement aux contribuables, j'entends le contribuable qui dépose un permis de construire, qu'il soit économique ou d'habitation, des services intercommunaux, donc finalement une base très forte, avec une base très forte, puisque tous les permis, ça représente une base fiscale forte, ou alors est-ce que l'esprit, c'est de partager les recettes de TA sur les équipements intercommunaux seulement pour faire en fait une solidarité. Parce que, par exemple, moi, je viens de prendre la compétence des réseaux d'eau pluviale. Donc, ça, c'est du budget général, c'est de très fortes dépenses. Ce ne sont pas des équipements qui sont soumis, évidemment, à taxe d'aménagement. Pour autant, la dépense, elle concourt à tous les objectifs environnementaux et d'urbanisme. Quand on fait des réseaux, on concourt à ces dépenses-là. Donc, est-ce que je dois entendre de cette réforme qu'il faudrait que je prenne une partie de la taxe d'aménagement sur des permis de construire de tous les habitants pour financer les réseaux d'eau pluviale? Ou est-ce que je me limite à la taxe d'aménagement sur l'agrandissement de la piscine intercommunale? Moi, c'est vraiment ça. Je cherche à comprendre le sens de cette réforme. Puis la deuxième question que je me pose, c'est l'affectation de cette dépense. Est-ce qu'elle va au budget général et que du coup, elle rentre dans nos recettes et elle n'est pas individualisée? Ou est-ce que je dois l'individualiser dans un budget de zone économique? Très honnêtement, je suis en contrôle de Chambre régionale des comptes. Je ne vais pas le dévoiler, le rapport, parce que c'est secret. Mais le juge des comptes me dit, vous percevez une part de TA, vous devez l'affecter au budget des zones éco. Je trouve ça invraisemblable. Mais donc, c'est curieux. Donc, à quoi sert cette recette? Et par exemple, lorsqu'on est sur des budgets qui doivent être totalement autonomes, par exemple comme les déchets quand on est en redevance, est-ce que si je perçois de la taxe d'aménagement sur un projet de déchetterie, j'en fais quoi? Je le laisse au budget général? J'ai le droit de l'utiliser comme recette pour mon budget annexe? Enfin, c'est autant de questions qui sont un petit peu curieuses parce je trouve qu'on n'a pas du coup répondu à la première question, c'est en fait, quel est l'esprit de la réforme? Est-ce qu'on fait financer aux habitants les services intercommunaux ou est-ce qu'on fait une mesure de solidarité entre les communes? Alors, sur l'esprit-là, Claire, est-ce que ça convient qu'on apporte rapidement un élément de réponse à ce propos? Oui, bien sûr, vas-y, Simon. Oui, mais en tandem, hein, parce que sur l'esprit de la réforme, quand on prend juste l'amendement qui est à l'origine de ce qui nous occupe ce matin, c'était l'idée qu'on ait un parallélisme sur les questions de reversement au sein du bloc communal. Ça se limitait vraiment à ceci. Je me limite à la rédaction de l'amendement, hein, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'alors le fait qu'une interco qui avait institué la taxe quand elle le pouvait devait reverser une partie du produit et que dans le sens inverse, c'était seulement que les communes dans la même situation pouvaient le faire. Donc c'était l'amendement portait uniquement sur, on établit un parallélisme dans cet esprit-là. Après, pour le reste, je ne sais pas si toi, Claire, tu as fait d'autres éléments. Oui, je crois qu'on peut dire, enfin, je trouve que la question que vous soulevez, Maxime Fruchet, est vraiment très au cœur de nos sujets, en fait, parce que fondamentalement, la taxe d'aménagement, elle est faite pour financer des travaux d'aménagement. Et le fait de la basculer du côté communal ou du côté intercommunal est supposé s'articuler avec la prise en charge quand elle est du côté communal et qu'on la reverse vers l'intercommunalité, la prise en charge par l'intercommunalité d'un certain nombre de dépenses. Et c'est fort de cette légitimité, d'ailleurs, que cette réciprocité a été introduite. Pour autant, on voit bien que sur les espaces intercommunaux, il y a toute une série de flux. On évoque dans la liste des questions, là certains ont évoqué les attributions de compensation. Voilà. On voit bien qu'elle s'inscrit dans une logique d'interrogation sur le financement partagé du développement
qui, bien évidemment, profite à la fois aux communes et à l'intercommunalité. Accueillir des entreprises, développer l'emploi, accueillir des habitants. Comment est-ce qu'on partage cette ressource dans une perspective, par ailleurs, en fond de paysage, en quelque sorte, de déterritorialisation complète de l'impôt. On a supprimé la TH, on va supprimer la CVAE, et ces questions sont vraiment remises à l'agenda d'une certaine façon. Quelles ressources pour financer le développement des territoires et qui doit fondamentalement y participer, tant en ce qui concerne les contributeurs, ménages ou entreprises. On peut d'ailleurs s'interroger sur la façon dont les entreprises sont de moins en moins sollicitées d'une certaine façon pour participer au financement des territoires, que sur les communes et l'intercommunalité. Quand Ardennes Métropole finalement articule un taux de taxe d'aménagement sur un coefficient d'intégration fiscale, c'est un peu cette idée-là qui est sollicitée, c'est de dire finalement cette taxe, sachant qu'aujourd'hui, une taxe, bien évidemment, ça suscite encore plus de convoitises compte tenu du caractère très contraint des budgets des deux côtés, communes et interco. Hein, quand une nouvelle taxe arrive, bien évidemment, comment est-ce qu'on peut faire contribuer cette ressource au développement communautaire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant que pour les communes, on peut concevoir que ce soit un phénomène d'irritation très important compte tenu de la situation difficile pour un certain nombre d'entre elles. Alors peut-être que l'expérience du Grand Poitiers apporte des éléments de réponse dans la mesure où là on est, bonjour Pierre Hay, là on est face à une communauté urbaine qui a donc un peu d'antériorité, on va dire, sur ces questions de partage et qui l'a aussi raisonné, je crois, dans le cadre de son pacte fiscal et financier. Pierre, je te donne la parole. Bonjour à tous. Oui, alors nous, à Grand Poitiers, donc communauté urbaine, 200 000 habitants, 40 communes. Donc, lors de la création de la communauté urbaine, on a instauré un taux forfaitaire de 4% sur toutes les communes, avec un reversement forfaitaire de 60% à toutes les communes. Donc, on n'a pas utilisé le mot forfaitaire, mais concrètement, dans les faits, c'est ça. Ensuite, on a considéré que la taxe d'aménagement faisait partie intégrante de la solidarité à Grand Poitiers, et donc ça fait partie de notre pacte financier et fiscal. Pourquoi je dis ça? C'est que dans le cadre de nos réflexions sur la solidarité, nos élus ont décidé de mettre en place un nouveau fonds de solidarité à l'attention des communes, 250 000 € par an, qui représente 1 250 000 € sur la période du mandat. Et les élus se sont dit, on fait de la solidarité pour les communes, maintenant, comment on le finance? Et dans les réflexions sur le financement, la proposition a été d'intervenir sur la taxe d'aménagement. Donc, on a pris une nouvelle délibération, là, récemment, validé par la préfecture, donc on est heureux, avec un taux de 5% sur 20 communes de Grand Poitiers. Donc sur les 20 autres, ça reste à 4%. Donc on a instauré un zonage. Et sur ces communes-là, quelle a été la réflexion? C'est de se dire, le point complémentaire, le passage de 4 à 5, va représenter sur la durée du mandat, doit représenter 1 250 000. Donc comment on ajuste le taux de reversement pour que les communes à permis constant gagnent exactement la même chose. Donc, sur les communes qui sont passées à un taux à 5%, qui ont le taux à 5%, on a ajusté le taux de reversement aux communes à 48% pour que l'intégralité du point soit perçue par Grand Poitiers. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on permet de financer la solidarité de 1 250 000 € sur la durée du mandat. Voilà assez succinctement ce qu'on a fait. Donc, délibération, c'était le 30 septembre dernier, avec du coup le retour préfecture, qui, on n'a pas eu de validation, donc qui a confirmé, en tout cas qui n'est pas revenu sur nos taux de reversement et nos zonages au centre Grand Poitiers. Voilà très rapidement comment on fait à Grand Poitiers. Et donc, enfin, si, aussi, ça revient un peu à ce que disait Thibaut, c'est que c'était la réflexion quand même, enfin vous le voyez, taux unique, reversement unique,
ça se veut le plus simple possible pour éviter de créer des usines à gaz. Et comment on fait pour rembourser sur le permis qui est lié à tel endroit? On a fait quelque chose qu'on voulait le plus simple possible pour faciliter la lecture à changement d'élu, changement de mandat, et pour que nous aussi, gestionnaires, on soit en mesure d'apporter quelque chose de techniquement sécurisé pour nos élus. Voilà. On est sur quel volume financier? Alors, chez nous, la taxe d'aménagement, ça représentait environ 2,5 millions par an. Et donc, c'est plutôt en progression, 2,5 millions, 2,7 millions. Mais c'est le problème de cette taxe-là, ou l'avantage, ça dépend. C'est quand même une taxe, c'est pas une taxe de stock. Il y a quand même, on a des pics et des creux. Nous, on est une communauté urbaine récente. On constate on est plutôt sur une évolution positive. Mais voilà, on tourne autour de 2,5 millions avec notre taux de 4%. Donc, avec le taux à 5, on passerait en année pleine du coup à 3 millions. Peut-être juste pourquoi on a fait on a le fonds de solidarité, 250 000 € par an à partir de 2022. La hausse du taux, on l'a voté cette année, donc applicable sur les permis 2023, mais qui généreront la taxe d'aménagement à partir de 2024. Donc, on a tenu compte du calendrier de perception de taxe d'aménagement pour instaurer le taux de reversement et calculer l'équilibre sur la durée du mandat. Sur le montant que tu évoques de 2,5 millions, 3 millions, quelle est la fraction? Alors, je pourrais faire le calcul de tête, mais peut-être que tu as le chiffre qui est reversé aux communes. Alors voilà, en fait, on va se dire, sur les 2,5 millions historiques, on a reversé 60% aux communes. C'est 60%. Donc, voilà, c'était ça. Désormais, on va passer grosso modo à 3 millions à terme. Et donc, on a ajusté, en fait, on va toujours en reverser 60%. Voilà. Alors, ça répond un peu finalement aux questions de Maxime Fruchet, où on voit bien que la taxe d'aménagement s'inscrit plutôt du côté de la solidarité, même si cette solidarité, elle sert aussi à financer des équipements communautaires qui profitent aux communes. Donc, on est vraiment dans cette approche-là. Est-ce qu'il y a des questions que certains de nos participants souhaitent poser aux intervenants? Je vois 4 mains levées, donc on va pouvoir vous donner la parole successivement. Je commence par Corinne Leroy, voilà, et vous pouvez allumer votre micro et vous exprimer, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Et je vous en prie, si vous pouvez vous présenter rapidement. Donc, Corinne Leroy, moi je suis responsable finance d'une petite Comcom de 28 000 habitants dans le nord du Finistère. Pour l'instant, nous on a une délibération depuis 2019 où les communes sur les territoires desquels il y a une zone d'activité installée reversent 100% de leur taxe d'habitation perçue dans les zones. Et on avait réussi aussi à ce moment-là à mettre un taux à 3% pour tout le monde sur toutes les communes, même celles qui n'ont pas de zone d'aménagement. Donc là, donc on n'est plus dans les clous, à ce que je vois. Alors moi, j'ai la main levée depuis un certain moment parce que dans les exemples qui ont été donnés, moi, j'ai trouvé plusieurs philosophies. Il y a une personne qui parlait de la piscine et qui parlait du reversement de la taxe d'aménagement par la commune sur lequel l'équipement est implanté. Et quand une autre personne parlait du parking, lui, il parlait plutôt de percevoir de la taxe d'aménagement de toutes les communes, pas seulement la commune sur laquelle elle est implantée, puisque ce parking servait à toutes les communes. Donc là, c'est déjà deux philosophies complètement différentes. Et ensuite, il y a les équipements. Il y a eu un troisième intervenant là, qui parlait des NTIC, notamment de la fibre. Donc lui, d'après ce que j'ai compris, il souhaitait prélever faire du reversement de TAM pour financer la fibre. Mais pour moi, la fibre ne donne pas lieu à paiement de taxe d'aménagement. Donc, alors je ne sais pas si j'ai mal compris. Bon, depuis là, vu ce qui s'est passé, je comprends bien qu'on peut effectivement demander à des communes sur lesquelles ne sont pas implantés réellement d'équipements communautaires de verser une proportion de sa taxe d'aménagement. Alors voilà, je ne sais pas si vous pouvez répondre à toutes mes interrogations. Merci. Il me semble que vous avez quelque chose qui regroupe vos différentes questions, mais c'est aussi l'occasion d'échanger avec nos trois intervenants.
parce qu'on avance tous. Hein. D'ailleurs, Maxime, quand vous disiez qu'il y avait des choses sur vos choix, là, ce qu'on vous donne, c'est vraiment des éléments pour vous repérer quand on prend le texte un peu à plat, mais ce n'est pas simple, à l'évidence. Ce qui est peut-être le lien avec vos questions, madame, c'est le fait que déjà, il y a une étape d'identifier les équipements. Et après, il y a un travail de savoir quel va être le taux de reversement. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut distinguer, et c'est ce qui relie les différents choix. C'est-à-dire, les équipements, il faut identifier quand on prend la loi telle qu'on l'a vue. C'est-à-dire qu'on regarde sur la commune les équipements qui correspondent aux différents critères, et on sait que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler à la question du reversement. Après, pour ce qui est de faire un choix qui va être politique, qui va être potentiellement gradué au niveau local, là, il me semble, mais c'est quelque chose qui est vraiment à poursuivre, et puis il faudrait voir ce qui sort par la suite, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être pris en compte pour aller plus fort sur le taux de reversement. Et c'est peut-être les exemples que vous avez eus. C'est par exemple, si vous avez vraiment une piscine qui a un rayonnement très fortement intercommunal, peut-être que la piscine qui est sur une commune en particulier peut donner lieu à ce que sur la commune en particulier, vous ayez un taux plus fort de reversement. Pareil pour la fibre. La fibre en tant que telle n'est pas forcément, il faudrait voir ça après au fur et à mesure, mais en tout cas, le raisonnement qui était donné était de voir si ça apporte des choses sur l'urbanisation de façon très poussée. Voilà. Après, c'est vrai que sur ce qui donne lieu ou non à taxe d'aménagement, ce n'était pas l'objet du webinaire ici. Il y a des personnes qui sont plus expertes que nous pour vous répondre. Donc, c'est une petite modulation par rapport à ce qu'on disait. Je ne sais pas si ça resitue un peu. Enfin, si vous, ça revient, je prends l'exemple de la fibre, à financer un équipement qui ne donne pas lieu à taxe d'aménagement par de la taxe d'aménagement des communes. Oui, donc si elle ne donne pas lieu à la taxe d'aménagement, ça exclut de toute façon. Voilà, ça me paraît contraire au. Ça, c'est un élément que je n'avais pas. Ouais. La taxe d'aménagement, pardon, elle n'est que très relativement affectée. Mais c'est l'exemple que je donnais sur les eaux pluviales. C'est la même chose. La fibre, les eaux pluviales, ces équipements qui ne donnent pas lieu à taxe d'aménagement, mais dont on pourrait estimer que les habitants, par leur permis et leur projet, puissent contribuer à les financer en prenant une part de la taxe d'aménagement perçue dans les communes. Oui, et on pourrait aussi aller jusqu'à l'eau potable, l'assainissement, qui sont peut-être gérés en budget annexe, mais c'est... Enfin, je sais pas. Juste ce que vous évoquez, il y a à mon sens, une petite limite sur la piscine. Il faut bien, reprenons l'exemple de la piscine. Pour moi, elle peut être financée via la taxe d'aménagement au sens où, dans mon budget, elle va coûter 3 millions, moi, mon budget communautaire, donc je peux décider que faut que je génère de la taxe d'aménagement, enfin, il faut que je récupère de la taxe d'aménagement pour ce produit-là. Par contre, il faut faire attention, on ne peut pas, enfin, on peut le dire, mais pour moi, il y a l'interco qui va construire la piscine ne va pas payer de taxe d'aménagement parce que les constructions qui sont liées à un service public ne génèrent pas de taxe d'aménagement en termes de payeurs. Donc, on ne peut pas créer une zone, j'allais dire, sur la piscine en disant la commune va reverser 100% de la taxe d'aménagement perçue sur cette parcelle-là. Alors, elle peut le faire, mais concrètement, il n'y aura rien parce que l'interco qui va construire ne va pas payer de taxe d'aménagement. Donc, il ne peut pas y avoir le double flux de je paye la taxe d'aménagement et je la reçois. C'est juste sur cet aspect-là où il y a, à mon sens, une petite faire attention. Mais par contre, la piscine peut être pointée dans le terme c'est un équipement communautaire qui doit être financé par la taxe d'aménagement. Et donc, dans le calcul du taux de reversement, mais qui s'applique, à mon sens, soit sur la commune, soit en disant cette commune-là, la piscine bénéficie d'abord à cette commune-là, ou alors elle bénéficie à l'ensemble de mon intercommunalité, et donc toutes les communes doivent participer à cette piscine. Voilà pour le petit point équipement. Ça veut dire qu'on peut très bien prélever des taxes d'aménagement sur des communes qui n'ont aucun équipement communautaire sur leur territoire. Je reprends l'exemple à Grand Poitiers. Alors, il y a toujours, ça dépend de ce qu'on appelle équipement. Moi, j'ai l'approche équipement, c'est mon aspect financier, au terme comptable. Équipement, c'est ce qu'il y a dans la M14, compte de classe 2, c'est un équipement. Donc, on a une approche très, très, très généraliste qui nous permet de dire, quasiment, on peut, à mon sens, presque tout dire. Vu que on regarde toutes les dépenses d'équipement à Grand Poitiers et toutes les dépenses d'équipement dans les communes, on peut finalement se dire, de toute façon, la taxe d'aménagement, elle finance ces équipements-là, elle est inférieure à la dépense, donc je peux en verser quasiment un petit peu ce que j'ai envie. Mais effectivement, quand vous avez l'approche équipement en termes d'équipement, enfin en termes d'équipement, j'entends équipement sportif, équipement culturel, pas comptable, ça dépend quel type d'approche vous avez. Pour moi, c'est possible si vous avez une approche équipement
comptable, tout le monde peut payer, j'allais dire, participer. Si vous avez une approche politique sur l'approche équipement culturel et sportif, vous pouvez vous dire, ici ça ne participe pas, ici ça participe. Et là, c'est un choix politique. Chose que M. Mourou parlait de équipement de compétences communautaires donnant lieu à perception de la taxe d'aménagement. Donc là, il y a une autre limite, c'est qu'il faut que ces équipements donnent lieu à perception de la taxe d'aménagement. Et là, ce que vous dites, c'est la lecture de la DGCL qui a été reprécisée au courant du mois de juillet pour identifier les équipements. Peut-être qu'on peut regarder aussi, la question du fait générateur de la taxe d'aménagement est intéressant aussi, et ça dépend bien évidemment du tissu urbain et économique dans lesquels on s'inscrit et de qui on veut faire payer en quelque sorte. Hein. Si on n'est que sur du résidentiel, on fera payer le pétitionnaire du dépôt de permis. Si on est sur un tissu urbain plus dynamique ou en périurbain, on fera payer le promoteur qui le répercutera peut-être dans le coût de vente des logements. Donc il faut aussi avoir, je pense, en tête la question du lien entre cette taxe et ce qu'on veut en faire en matière d'aménagement, qui est un sujet connexe, mais qui accompagne aussi cette réflexion. Le temps passant vite, on a encore 3 mains levées. Je propose, Simon, qu'on leur donne la parole. On donne juste Madame Leroy pour votre question qui est dans la loi, mais vraiment très rapidement. On vous dit bien que c'est la commune reverse toute partie de la taxe, compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de cette commune de sa compétence. Donc il y a quand même bien cette porte d'entrée d'équipement communautaire sur son territoire à elle, pour voir ce qu'elle reverse ensuite. Mais ce qui est compliqué dans cette rédaction, c'est qu'on vous dit que c'est compte tenu de. Donc le compte tenu en droit, ça vous donne l'impression que vous avez quand même des marges de manœuvre, sauf que compte tenu de, on voit bien que ce qui est écrasant, c'est l'équipement public. Donc comment se situer là-dessus? Et c'est peut-être là on va pouvoir avancer au fur et à mesure des prochaines décisions. Voilà. Mais il faut qu'on poursuive la réflexion. Je vous propose qu'on donne la parole à Madame Noué. Je vous donne la parole, madame, et je vous en prie, allumez votre micro. Oui, bonjour. Donc, Adeline Nou, responsable financière dans une communauté de communes dans le Loiret, très, très rural également. Donc, nous, on avait 2 réflexions. Donc, comme beaucoup d'entre vous, mettre en place une taxe d'aménagement 100% reversée à l'EPCI pour les zones d'activité. Et donc, on a un enjeu à ce niveau-là, au niveau du calendrier. Il y a une commune avec laquelle on n'a pas encore délibéré et on ne voudrait pas, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de terrains qui vont être construits certainement en 2023 et peut-être achevés en 2023 et on ne voudrait pas se louper à ce niveau-là au niveau des dates de délibération. Donc, si les travaux se terminent en 2023, est-ce qu'on percevrait la taxe à partir de 2024 en N+1? Est-ce que c'est bien ça? Et du coup, est-ce qu'il faut délibérer absolument avant le 31 décembre ou le 1er juillet 2023? Oui. À compter de l'an prochain, la date butoir, c'est le 1er juillet, quoi qu'il arrive. Et donc, dans la situation qui est la vôtre, comme vous allez devoir attendre 2023 pour que les choses atterrissent, de toute façon, ça va porter à partir de 2024, à condition que vous délibériez bien avant le 1er juillet 2023. D'accord, très bien. Alors, merci pour cette question qui était très technique. Et ensuite, pour le reste, c'est pareil, on se pose la question pour mettre en place donc un pourcentage qui serait très certainement plutôt forfaitaire, alors en le tournant un petit peu différemment, mais sinon on a l'impression qu'on aura du mal à avoir un accord de toutes les communes. Moi, je pars du principe que de toute façon, tous les équipements publics de la communauté de communes sont accessibles à l'ensemble des habitants du territoire. Donc, même si on parle d'une crèche, par exemple, qui est sur telle commune, pour moi, tous les habitants du territoire peuvent bénéficier de ce service. Donc, pour moi, le taux unique, du coup, serait justifié comme ça, quoi. Voilà. D'accord, merci pour votre
le partage de votre lecture, qui fait écho d'ailleurs, je crois, un peu à ce qui a été vu au Grand Poitiers, dans l'autre sens, hein, et puis dans d'autres circonstances. Mais oui, là-dessus, peut-être qu'à terme, on aura une lecture par le juge qui va être plus souple que ce qu'on arrive pour l'instant à comprendre. Hein. C'est ce on en parlait avec Claire Delpech en préparant ce webinaire, c'est comment on se situe par rapport à ce qu'on a sous la main. Voilà, dans la loi, c'est ce que j'ai relu à votre collègue tout à l'heure, c'est on parle bien quand même de la commune, on regarde les équipements communautaires sur son territoire à elle pour voir comment on détermine ce qu'elle doit reverser. Après, au-delà de ça, on avance ensemble. D'accord. Merci. Merci. Je vous propose maintenant M. Belkacem. Voilà, si vous pouvez activer votre micro dorénavant, je vous en prie. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou c'est plutôt une réflexion et puis une façon dont on a procédé. Moi, je suis directeur général des services de Plaine Vallée. Plaine Vallée, c'est une communauté d'agglomération au sud du Val d'Oise. Cette réforme nous pose un certain nombre de problèmes puisqu'on la faisait avant, on l'appliquait avant, mais de façon coordonnée et sans la contrainte imposée par les textes. Je m'explique. On est principalement une communauté d'agglomération de projets et pas de gestion. La preuve en est, c'est qu'on provient de la fusion de deux précédentes intercommunalités, la CAVAM et la CCOPF, qui étaient davantage cette dernière une communauté d'agglomération de gestion, et on a abandonné la gestion des gymnases, par exemple, enfin du sport en tant que tel, des équipements sportifs. Et donc, on agit principalement sur les zones de développement économique. Et lorsqu'il y avait des actions de la communauté d'agglomération sur ces zones d'activité économique, eh bien, la taxe d'aménagement, par convention avec la ville concernée, 100% de la taxe d'aménagement était reversée à la communauté d'agglomération. Donc, ça se faisait de façon très intelligente. Et cette réforme nous a un peu bousculé, puisque le principe qui était admis par tout le monde, on en rediscute aujourd'hui sur les actions que l'on mène directement ou indirectement, parce qu'on a des zones d'activité économique sur lesquelles on a une action très directe, et puis d'autres zones d'activité économique où les choses se font presque naturellement, et donc là, on n'intervenait pas auparavant. Et donc, 100% de la taxe d'aménagement était perçue par la ville en question lorsque c'était des zones d'activité économique dans lesquelles on n'avait pas une action particulière et que les choses se faisaient un peu naturellement. Et donc, je reboucle un petit peu sur ce que disait au début de l'entretien le président de la communauté d'agglomération d'Aglopolis. On avait obtenu un consensus. Le consensus, aujourd'hui, est remis à mal. Et moi, je me posais la question autant sur les zones d'activité économique, on peut arriver à trouver une solution. Le taux à 0% d'investissement de la communauté d'agglomération en dehors des zones d'activité économique ou des parkings communautaires en bordure de gare pose question, puisqu'on intervient peu finalement dans les collectivités, à part les eaux pluviales, et puis quelques voiries communautaires dans certaines communes. Sinon, l'investissement de la communauté d'agglo en termes d'équipement est quasi inexistant. Donc, sauf à créer des usines à gaz avec des taux à 0,1% pour les villes qui n'auraient pas de zone d'activité économique, je pense que le surcoût de la DGFiP pour le reversement de la taxe d'aménagement ou le surcoût pour nos directions des finances va être inversement proportionnel aux sommes que l'on va percevoir. J'ai fait un rapide calcul sur 2021 et 2020, c'est peanuts, quoi. Même 1%, c'est peanuts. Donc voilà, est-ce que cette réforme ne vient pas déstabiliser les équilibres déjà parfois trouvés dans certaines communautés d'agglomération? Est-ce qu'elle ne risque pas d'être contre-productive avec des taux très particuliers de 0,1% ou de 0,2% dans certaines collectivités, dans certaines EPCI, pardon. D'autant plus que les communautés d'agglomération, à mon sens, enfin les intercos en général, n'ont rien demandé. Ce n'était pas une revendication portée par les intercos. Oui, merci Monsieur Belkacem pour votre remarque. On la retrouve d'ailleurs dans les questions qui sont posées. Hein. Est-ce que finalement c'était une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur le doigt en peu?
sachant que ça peut effectivement… Alors, on voit bien à quel point ça vient bousculer des accords comme celui que vous expliquez qui préexistaient. On voit bien aussi que ça pourrait être des incitatifs d'un transfert de la compétence urbanisme s'il y avait déjà des partages préalables qui étaient organisés. Dans votre situation, finalement, le fait de voter un taux, ça devrait… même en le modulant selon vos secteurs d'activité, c'est un problème plus technique, politique? Qu'en est-il? C'est plus un problème politique. Je pense que là où on investit sur les zones d'activité économique, les maires sont d'accord pour reverser 100% de la taxe d'aménagement. Il n'y a pas de difficulté particulière. Mais expliquer à un maire qu'on va lui même prélever 1% de la taxe d'aménagement dans une ville où il n'y a pas de zone d'activité économique, où il n'y a pas de parking communautaire, pour lui, c'est difficile à admettre, quelle que soit la somme, d'autant plus que vous venez de le rappeler, les contraintes budgétaires sont telles aujourd'hui, et en plus, enfin, inutile de vous rappeler que toutes les villes sont en période de négociation budgétaire, ou en tout cas de conférence budgétaire, et donc ça vient en ajouter aux difficultés des communes membres. Voilà, enfin, sur les zones d'activité économique, on peut trouver un accord. C'est le fait des autres investissements que ferait la communauté d'agglomération qui, encore une fois, en termes d'équipement, n'est pas significatif. Et on va sans doute être amené à voter. Alors après on peut, enfin, l'idée a été proposée par cet maire en disant OK, allez, je lâche mes 1% de taxes d'aménagement sur ma commune, mais le 1% que vous allez récupérer, vous me les redonnez en fonds de concours. Enfin, vous imaginez l'usine à gaz que ça peut. Moi, j'ai calculé sur la plus petite commune que l'on est sur la communauté d'agglomération. Je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, mais sa taxe d'aménagement, si on prélevait 1%, c'était 140 €. Alors, pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais pour lui, c'est sans doute enfin, 140 € sur son budget, ce n'est pas la même chose professionnellement que sur le nôtre, même si c'est assez peu significatif, mais quand même, le principe est là. Et je pense que enfin, si cette idée-là a été exprimée au sein du bureau à Plaine Vallée, elle doit sans doute l'avoir été également dans d'autres PCI. Enfin, ça, voilà, c'est pour ça que je dis que parfois ça peut être contre-productif. Merci pour cette remarque. On voit bien par ailleurs que le délai est court. Hein. Anthony Penaud, dans le chat, signale le fait qu'effectivement, délibérer de façon concordante dans le pas de temps qui reste d'ici la fin de l'année semble effectivement très, très difficile. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos 3 intervenants sur l'ensemble des échanges là, qui viennent de se dérouler concernant à la fois l'idée générale de la taxe d'aménagement et puis peut-être des évolutions à suggérer aux législateurs? J'irais juste une autre… c'est ce que disait M. Belkacem qui me faisait réagir à ça, c'est dans l'application pratico-pratique très technique. En fonction des accords politiques qui seront trouvés, il peut y avoir des fois des accords politiques qui sont très structurants, avec des zonages très particuliers. Si c'est sur tel type de compétence, c'est 100%, si sur tel autre, ça sera 25%, si c'est sur tel autre, ça sera 2%. Je prends l'exemple, moi, de comment je fais. Moi, je suis une petite commune de 100 habitants, secrétaire de mairie qui travaille à un quart-temps. Si la délibération est très complexe, est-ce que moi, je suis en capacité de traiter ça et d'appliquer ma délibération si c'est autre chose que du forfaitaire? Et plus les territoires potentiellement sont ruraux avec des très très petites communes, ça complexifie aussi potentiellement le travail du ou de la secrétaire de mairie. Et au final, on pourrait se retrouver avec des délibérations dans les faits inapplicables. Et c'est là où la réforme, à mon sens,
il faudrait un peu de souplesse, pardon, sur l'interprétation de la DGCL sur justement les taux forfaitaires ou ces choses-là, parce qu'on pourrait arriver à des difficultés très pratico-pratiques et d'incapacité à mettre en œuvre ce qui a été voté. Voilà. Alors, j'aurais également une réflexion à ajouter. On voit bien aujourd'hui que pour beaucoup de PCI, en termes de timing, on en est encore au stade de la réflexion. Donc, pour obtenir des délibérations concordantes au 31 décembre, c'est éminemment problématique, même s'il y a une phase de tolérance. On est encore dans une phase d'appropriation de la mesure. Reste derrière, alors que des accords politiques soient trouvés ou non, la problématique et une faille un peu de conception de la mesure qui est derrière de ne nous laisser comme perspective que le recours au juge administratif. Ce qui en termes de voie de résolution est quand même n'avoir finalement que l'arme atomique, disons, pour trouver une voie résolutoire. Et là, c'est encore alors déjà avec un calendrier contraint, une problématique supplémentaire à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires je vois qu'il y a une main qui se lève, on n'est pas loin de la conclusion, en tout cas pour cette fois-ci de notre webinaire. Monsieur Burkel, Laurent Burkel, pardon, vous avez la main levée, est-ce que vous voulez intervenir ou c'est la main… C'est encore moi, c'est encore le fin fond de la Moselle. Je vous remercie vraiment pour ce webinaire parce que je viens de prendre rendez-vous chez mon médecin pour prendre des antidépresseurs parce qu'il va falloir expliquer plein de choses à nos élus et je pense que les 3 prochains mois vont être très sympathiques. Je voudrais d'abord remercier M. Hay qui nous explique comment lui il peut redistribuer aux petites communes alors que moi, le problème est exactement l'inverse parce que c'est lui qui a le PLUI, donc c'est lui qui reverse aux communes. Moi, je suis dans une démarche plutôt de reversement montant et pas descendant. Lui, il travaille sur 3 millions d'euros. Moi, la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire, c'est 150 000 euros. C'est-à-dire que je vais me fâcher avec mes 26 maires juste pour récupérer une part des 150 000 euros. Allez, si je récupère 15 000 euros, c'est jour de fête. Après, il y a la question de la récupération de la taxe des ZAE. Certains disent je récupère 100% des ZAE. C'est formidable. Mais moi, ce n'est pas moi qui fixe la taxe d'aménagement, c'est la commune. Donc, lorsque la commune a fixé la taxe d'aménagement à 0%, je peux récupérer 100% de 0%. C'est formidable. Et il y a une question qui n'a pas été répondue à M. Truchet tout à l'heure, c'est la question de l'affectation. Moi, la taxe d'aménagement, elle est revenue par le biais de l'assainissement. Les pétitionnaires construisent, les communes construisent des lotissements, donc c'est une extension du réseau d'assainissement pour lequel j'estime que je dois pouvoir récupérer une part de taxe d'aménagement. Mais là, effectivement, l'affectation de cette part de taxe d'aménagement, est-ce que je l'intègre au budget général ou est-ce que je l'intègre au budget annexe de l'assainissement? Là, c'est une vraie question. Sur le pluvial urbain, moi, c'est dans le budget général, mais je peux comprendre que cette question d'affectation des recettes pose et peut poser un vrai problème. Et comme j'ai envie de me fâcher avec personne, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Merci beaucoup. Bon, je ne suis pas sûre qu'on trouve la réponse maintenant, mais en tout cas, le point est pris, comme on dit dans les cabinets. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On avait dit qu'on s'arrêtait à midi. Certains ont d'autres rendez-vous, d'autres occupations. Merci vraiment à nos 3 intervenants et à l'ensemble des participants de ce webinaire. On voit bien que la question est très, très vive. Merci évidemment à Simon qui apporte avec son collègue Raphaël Meyer tous les jours pratiquement des explications techniques sur la mise en œuvre juridique de ce reversement dont on voit bien qu'il reste encore, je le disais en introduction, pas mal de zones d'ombre. Je vous propose que, bien évidemment, nous y travaillons et si vous pouviez faire revenir vers nous
des interrogations, mais aussi des témoignages de là où vous en êtes, ce que vous faites, notamment ceux qui sont partis sur des options en matière de partage. Ça nous aide aussi à éclairer le législateur dans là où il doit finalement porter le crayon, la plume pour améliorer ce dispositif dont on voit bien qu'il faut aller vers son amélioration. Je ne sais pas, Simon, si tu veux ajouter quelque chose. Non, hormis qu'on vous adressera alors la semaine prochaine le temps d'obtenir tout ce qu'il faut, mais on vous adressera le PowerPoint de façon à ce qu'on puisse récupérer les éléments. Et je vous ai mis à la demande dans le question-réponse la FAQ de la DGCL, et puis également la petite note qu'on avait faite, mais uniquement sur les questions d'institution, reversement et calendrier. Et puis, pour vous dire que durant les échanges, j'ai pu aller un peu vite sur les questions de crèche. En effet, il faut reprendre à chaque fois ce sur quoi nous, on n'est pas experts, à savoir quels sont les équipements qui sont exonérés ou non de taxes d'aménagement. Ça a été reprécisé par la suite, mais je voudrais être bien clair à ce propos. Voilà. Donc, toutes mes excuses pour la petite confusion à ce propos. Et de toute façon, voilà, comme disait Claire Delpech, le service juridique, on reste à votre écoute et à votre disposition. Et merci pour les échanges de ce matin. Merci à tous. Je pense que l'enregistrement sera mis, alors peut-être pas tout de suite, mais dans un délai raisonnable sur notre site, Simon, et on apportera des précisions à la lecture des nombreuses questions, pratiquement une question par intervenant. Donc c'était très impressionnant, enfin pas tout à fait, mais on va dire une demi-question par intervenant, mais on essaiera de le balayer pour être sûr qu'on a bien répondu à l'ensemble de vos interrogations. Et on vous dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode peut-être. Merci à tous, au revoir.